Allô? Oui, Fabien. Voilà, Est-ce que ouais, c'est c'est bon pour le beaucoup mieux. son? Ouais, c'est parfait là. Parfait. Bien, bonjour Fabien, bonjour à tous. Alors bonjour Alexandre. Dans un premier temps, je vais te laisser te présenter. Donc Alexandre Baradet de chez Saxo Bank. Voilà, bonjour à tous, effectivement. Donc Alexandre Baradez, Saxo Bank. Je suis donc sales trader et analyste marché chez Saxo Bank depuis 3 ans maintenant. Et donc c'est la première fois que j'interviens sur videobourse.fr, donc pour des analyses, notamment analyses techniques hein, sur différents marchés. Et donc évidemment répondre aux questions de ceux qui en auront. Donc n'hésitez pas à poser tout type de questions liées au marché, les analyses techniques. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Ok, très bien. Donc toi, tu es sell trader. Voilà, C'est ça, chez Saxo Bank. Alors c'est quoi la différence entre un trader classique, donc on imagine en salle de marché, etc., et un sell trader? Voilà, effectivement, il y a une différence qui est assez sensible. Le trader prend des positions pour le compte de la banque ou pour le compte de client directement dans le marché et va porter le risque de ses positions. C'est-à-dire qu'il va prendre une position généralement pour le compte propre, pour le compte de la banque, et donc il peut prendre ses positions sur différents marchés. Le marché d'échange, les marchés à terme, les options, peu importe. Mais il y a une notion de portage du risque derrière. En tant que sales trader, en fait, on va gérer, on va suivre des clients qui traitent sur le marché, mais donc les clients, on va délivrer l'analyse à ces clients mais c'est le client qui portera le risque et qui décidera ou non de rentrer dans le marché en fonction des analyses que nous aurons réalisées. Donc on a une fonction à la fois d'analyse pour le rôle du client, enfin pour le compte du client, pardon, et une fonction évidemment d'exécution et de mise en place de stratégie. Je prends un exemple tout simple, on a des clients qui sont bon, particuliers et sociétés également. Une société qui, par exemple, veut se couvrir sur le risque de change, on va mettre en place une stratégie pour cela. Une coopérative agricole de taille importante qui veut se couvrir sur l'évolution du prix des matières premières, on va mettre en place une stratégie avec cette société sur différents marchés et marchés à terme agricoles notamment. Donc c'est vraiment tout type de stratégie, voire les stratégies classiques de couverture, même pour les particuliers. Un particulier qui a un portefeuille d'actions qui est long sur le marché américain, qui ne veut pas subir le risque de change sur son portefeuille, on va également voir ensemble comment adapter une stratégie de couverture. Donc c'est vraiment une fonction transversale au sein de la banque. D'accord, ok, très bien. Toi, auparavant, est-ce que tu as déjà été en salle de marché ou tu as toujours été sell trader? Donc toujours sales trader indirectement. Avant j'étais donc j'ai eu un parcours bancaire assez on va dire assez varié. Donc j'ai commencé directement en banque privée chez BNP. Ensuite je suis parti chez Robeco qui est maintenant devenu Odo hein, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité bancaire. Où là effectivement je travaille toujours sur une clientèle privée en rapport avec les gérants de portefeuille. Et puis donc Saxo Bank c'est vraiment le côté marché pur. Donc c'est l'intermédiation, l'accès direct au marché. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est à la fois de pouvoir délivrer l'analyse et surtout d'avoir accès à portée de main à l'ensemble des marchés. Aujourd'hui, l'offre de Saxo Bank, pour ceux qui la connaissent un petit peu ou qui veulent la découvrir, c'est un accès à quasiment tout ce qui cote aujourd'hui. Aussi bien les actions que les devises, que les CFD, que ce soit les CFD indices, actions ou matières premières, que ce soit les futurs, que ce soit les obligations ou encore les options. Donc voilà, on a une offre qui est très complète aujourd'hui, c'est ça qui est agréable, c'est de pouvoir travailler avec ces différents produits. Ok, très bien. Ouais, donc c'est 20 000 produits en tout que vous proposez, je crois, c'est ça? Voilà, 20 000 produits, donc Plus de 20 000. effectivement, tous les clients ne traitent pas cette quantité-là, mais on a une offre qui permet de répondre à toutes les problématiques qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Ok, très bien. Donc, on va passer au côté analyse. Donc, toi, tu passes régulièrement sur BFM notamment. Enfin, je t'ai déjà Voilà. entendu. Ton type d'analyse, c'est plus technique, c'est fondamental, c'est un mix des deux. Comment ça se passe? Oui, alors c'est un mix des deux, effectivement. Et ça, c'est ça le message qu'il faut aujourd'hui faire passer à ceux qui traitent sur le marché depuis quelques temps, qui veulent se lancer plus profondément dans ce domaine-là. C'est que l'activité sur les marchés, et c'est ce que je fais donc dans les différents médias hein, dans lesquels j'interviens, que ce soit BFM ou les médias presse ou d'autres chaînes de télévision, c'est qu'il faut toujours faire le parallèle entre l'analyse fondamentale, hein, qui est l'analyse des données macroéconomiques du marché, des données réelles, comme le taux de chômage par exemple, les taux de la Banque centrale européenne, les chiffres sur la construction. Donc ça, c'est de l'analyse fondamentale pure. Et puis faire un mix avec l'analyse technique. L'analyse technique ne peut pas être utilisée seule, de façon totalement isolée, par rapport à l'analyse fondamentale. Donc ce sont deux piliers importants de l'activité sur les marchés. Et puis la troisième activité, et le troisième pilier important, et beaucoup l'ignorent, ou en tout cas ne sont pas forcément conscients de ce que cela représente, mais c'est l'aspect humain, hein, c'est l'aspect émotionnel. Chaque individu va recevoir, on va dire, la même somme d'informations. Alors, on a tous accès à la même information financière sur les marchés. Par contre, l'interprétation sera très différente d'un individu à l'autre. Certains vont l'exploiter
très court terme, d'autres moyen terme, d'autres long terme. Donc l'activité sur les marchés, ce sont ces trois aspects-là: analyse fondamentale, que se passe-t-il dans l'économie au quotidien, analyse technique, donc c'est identifier des zones de support, de résistance, des prix cibles que le marché va potentiellement atteindre, et là on va voir comment les indicateurs peuvent nous aider à identifier ces zones cibles, et puis donc la gestion de sa propre gestion en fait, la gestion de ses émotions dans ce marché. D'accord, très bien. Alors nous, on a reçu pas mal de traders, de différentes sociétés, etc. Sur Vidéobourse, et il y en a certains qui indiquent ne faire que de l'analyse technique Oui. pure et simple, et qui pensent que ça suffit. Moi, personnellement, je fais un mix des deux. Quand je trade, Oui. c'est-à-dire que je me tiens informé du contexte fondamental, et à partir de ça, j'interprète le contexte du marché en prenant en compte voilà, ces informations. Et donc ensuite, je passe à l'analyse technique. Il y en a qui utilisent que l'analyse technique puisqu'ils considèrent que une partie de l'information est cachée, ou en tout cas que seuls certains ont accès à l'information, et donc que ça sert pas à grand chose de faire l'analyse fondamentale. Il faut mieux se concentrer sur le technique et le graphique qui reprend l'ensemble des informations et qui price réellement ce que doit être un actif à un moment T. Oui, Donc alors qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? alors c'est un point de vue, mais qui me paraît, alors encore une fois, le rôle d'aujourd'hui, c'est pas d'asséner une vérité, de dire moi j'ai raison ou j'ai tort, c'est de comprendre et d'analyser ce qui a pu se passer par le passé notamment. Quand vous regardiez, par exemple, l'été dernier, on parlait beaucoup de la Grèce, on parlait très très peu d'Italie, de l'Espagne ou du Portugal. Juillet, août, c'était vraiment la Grèce qui était au cœur des préoccupations. Nous qui analysions les différents chiffres, on avait déjà l'évolution, par exemple, des taux d'emprunt sur le 10 ans, par exemple italien, espagnol, portugais. Donc on voyait l'évolution de ces taux d'emprunt, qui sont donc le coût de l'argent pour ces pays-là, sur une durée déterminée. On voyait que ces taux commençaient à s'envoler. Et on voyait également que les CDS, qui sont donc des contrats d'assurance sur la défaillance d'un État, avaient un prix qui commençait également à flamber. Ceux qui ne faisaient que de l'analyse technique à ce moment-là, on était encore dans une phase de marché qui reculait assez peu finalement. Mais l'analyse fondamentale qui donnait très clairement des signaux extrêmement contradictoires et plutôt inquiétants nous permettait déjà d'anticiper le fait que les marchés allaient rapidement plonger. On ne pouvait pas avoir des pays qui empruntaient 30, 40, voire 50% plus cher qu'il y a 6 mois sans qu'il y ait une conséquence sur les marchés financiers. Et ça, c'est du fondamental pur, et c'est arrivé bien avant que les marchés ne commencent à décrocher. Donc vous voyez, c'est un moyen déjà d'anticiper l'évolution du marché. Et après, une fois que le marché commence à bouger et à décrocher, là, l'analyse technique rentre en ligne de compte pour déterminer une zone de prix que le marché va potentiellement atteindre. Sur des retracements baissiers, par exemple. On fait entrer en compte les retracements de Fibonacci, par exemple. Sur les cassures de support, de résistance. Donc là, le technique, oui, rentre en ligne de mire, si vous voulez. Mais au départ, il suffit de regarder des exemples, il y en a plein. Si vous voulez regarder, on va remonter un peu plus en arrière, malgré tout. Il y a 2 ans, lorsque la crise grecque a commencé à prendre de l'ampleur, l'euro était à des niveaux très élevés par rapport au dollar. Qu'est-ce qui a provoqué la baisse de l'euro par rapport au dollar? C'est bien la dégradation de la situation de la crise de la dette en Europe qui a propulsé le dollar à des niveaux très, très élevés et qui a provoqué l'effondrement de l'euro. Donc c'est bien une raison macroéconomique fondamentale qui fait dans un premier temps réagir le marché. Et moi je me sers de l'analyse technique uniquement pour déterminer une zone que le marché va potentiellement atteindre suite à cette annonce. D'accord, ok, très bien. Donc, ce que je te propose, c'est peut-être de nous détailler ton type d'approche, les outils que tu utilises, etc., en activant le partage d'écran, Oui, très pour que bien. ce soit plus clair pour les utilisateurs. Il y a déjà quelques questions. Bon, alors notamment, il y a Lolo qui demande simplement, justement, Philippe Lermy dit que sur le Forex, le grand public n'a pas accès à toutes les informations. Qu'est-ce que tu penses toi par rapport à ça? C'est vrai ou c'est faux, à ton avis? Alors l'intérêt justement du Forex, il faut savoir ce que le Forex en fait, à la base. Le Forex, c'est le plus gros marché au monde, c'est pas loin c'est entre 3500 et 4000 milliards d'échanges quotidiens, mais surtout c'est ce qu'on appelle un marché de gré à gré. Ce n'est pas un marché centralisé, comme peut l'être un marché action par exemple. Un marché centralisé, c'est quoi? C'est un lieu unique d'échange où se rencontrent l'offre et la demande. Donc là, il y a un carnet d'ordre, on connaît les volumes d'échange et on sait qui achète quoi. Sur le marché d'échange, c'est un marché de gré à gré. C'est-à-dire qu'il est composé, ce marché, de différents acteurs financiers qui vont s'échanger en permanence des devises, euros, dollars, livres, yens, etc. Et donc, il n'y a pas de centralisation des échanges. Ce qui veut dire que cette absence de centralisation, plus le fait que les volumes traités soient extraordinairement importants, un seul intervenant ne peut pas faire décaler le marché.
Donc on ne peut pas dire sur le marché des changes. Après, il peut y avoir des cas isolés de délit d'initié, mais ça, il y en a dans tous les secteurs. Donc c'est pas ça qui régit de façon globale le fonctionnement du marché. Mais aujourd'hui, un acteur aussi important soit-il, on peut prendre des très grosses banques d'investissement ou des banques même traditionnelles, qui voudraient faire bouger le marché des changes, ne pourraient pas le faire seul, étant donné les volumes qui sont échangés. Donc c'est ça l'intérêt du marché, c'est que bien au contraire, il est très psychologique. Ça veut dire que oui, il va réagir parfois de façon anticipée en préambule d'une annonce, par exemple. Mais le marché ne pourra pas être par un seul intervenant modifié ou si un intervenant décide de pousser l'or au-delà de 1800 $, il ne pourra évidemment pas le faire seul vu les montants d'échanges qui sont réalisés sur ce marché, interviennent dans ce marché. D'accord, très bien. Donc on va passer à des graphiques. Alors si sur le chat Alors, je sais pas si écrit, vous avez, moi j'ai bien la plateforme à l'écran, c'est bon? voilà, moi c'est bon. Alors simplement sur le chat, si vous pouvez me préciser si c'est ok pour vous la qualité de l'image ou s'il faut zoomer davantage sur les graphiques. Et donc ensuite on va commencer. Alors quelques réactions simplement sur le chat. On a passé sur Bloomberg, bonjour les fondamentalistes. Luigi qui demandait, c'est pas le marché des taux le plus gros au monde, demandait Luigi. Alors non, on est bien sur le marché des devises. Le marché des devises, c'est en volume d'échange intraday. Donc, je dis bien, c'est ça qui est important à regarder. C'est ça qui nous intéresse, c'est savoir la liquidité du marché. C'est bien le marché le plus important au monde. Le marché d'échange, il n'y a pas de marché plus volumineux. D'ailleurs, tout marché confondu, que ce soit les marchés financiers ou autres marchés, c'est bien le marché d'échange le plus volumineux. D'accord, très bien. D'ailleurs, juste pour faire une petite parenthèse avant de continuer, quand on parle donc d'un volume d'échange de 4000 milliards, ce volume moyen d'échange sur ce marché quotidien, ça représente à lui seul 3 fois le volume de tous les marchés actions futurs mondiaux combinés. C'est-à-dire que c'est un volume d'échange qui est extrêmement important et surtout dans ce marché, on a 2 tiers des échanges. Et c'est là qu'on voit le rôle prédominant des devises majeures. 2 tiers des échanges sur ce marché sont réalisés entre l'euro et le dollar. Donc c'est vraiment la paire vedette du marché d'échange. Donc, d'après toi, il n'y a jamais de manipulation, c'est pas possible pour une entité, par exemple des gros hedge funds ou des grosses banques, de manipuler à un moment donné une paire de devises comme l'euro-dollar? Parce que des fois, Non, on a... les seules devises qui pourraient effectivement, ou un intervenant par des gros volumes pourrait faire décaler le marché, c'est sur des devises plutôt mineures ou exotiques, sur lesquelles il y a moins de volume d'échange, mais là, dans ce cas-là, les spreads sont beaucoup plus élargis, donc le coût d'intervention est plus cher, donc il faut voir le ratio rendement-risque et par rapport notamment au coût que cela engendre. Mais donc très clairement sur le marché d'échange, on peut avoir des mouvements très très violents. C'est un peu le propre de ce marché, c'est-à-dire qu'en variation absolue, quand vous regardez par exemple l'euro-né, la volatilité de l'euro par rapport au dollar, ou sur d'autres paires de devises, qu'on appelle les cross-yen également, qui incluent la devise japonaise, sont également très volatiles. Donc c'est un marché qui bouge énormément, mais en variation absolue. En termes de pourcentage, il bouge beaucoup moins, il est beaucoup moins performant que le marché action par exemple, où il n'est pas rare d'avoir des performances de 6, 7, 8%. Et donc dans ce marché, très clairement, non, on ne peut pas avoir un intervenant, ou même 2 intervenants, qui décident de tout d'un coup de faire décaler le marché à la hausse. Il faudrait qu'il y ait un volume d'échange très très important pour que ça puisse se faire, et donc ça nécessite l'intervention de beaucoup plus d'intervenants, et d'intervenants de premier rang, qui plus est. Ok, ok, ok. Donc je vais te laisser commencer à présenter ton type d'approche technique. Très bien. Alors en fait, il n'y a pas une approche, si vous voulez, Il y a plusieurs façons de procéder dans le marché. Ce qui est intéressant de constater alors là, ça va être plutôt analyse technique que je vais montrer tout de suite, c'est de bien comprendre que ce qui sera fait dans les minutes qui viennent, ça peut être transposable à l'ensemble des marchés financiers. Moi, je vais me servir du marché d'échange, qui est un marché que je connais très bien, mais le principe est le suivant, c'est d'avoir plutôt une méthodologie d'approche du marché, et on va voir dans ce cas de figure-là, quels sont les indicateurs les plus pertinents. Le but étant évidemment pas de compliquer et d'alourdir les graphiques. Le but de l'analyse technique, c'est au contraire d'avoir une source d'information différente, complémentaire de l'analyse fondamentale. Et donc, on va prendre différents types d'indicateurs techniques, graphiques, qui vont nous donner donc une vision un peu plus claire du marché. Ok, très bien. Alors ben voilà, pour commencer, alors n'hésitez pas à me couper s'il y a des questions. Alors le but, encore une fois, c'est de bien comprendre l'impact et l'intérêt des différents indicateurs. Donc je vais passer plusieurs fois d'un type de cross de devise à un autre. On va déjà commencer, si vous voulez bien, par tout ce qui est moyenne mobile. C'est vraiment l'indicateur technique le plus simple. Alors moi, je travaille toujours avec 2 moyennes mobiles. Une moyenne mobile 55, donc une moyenne mobile exponentielle. Donc souvent l'acronyme c'est MAE. Donc moyenne mobile exponentielle, et je vais prendre une moyenne mobile sur une durée plutôt courte, moyennement courte, on va dire, qu'une durée 50 ou 55, et puis une moyenne mobile plutôt longue sur 100. Alors, pourquoi? Alors, je vais les mettre tout de suite à l'écran, puis on va comprendre l'intérêt de ces moyennes mobiles. Donc, vous allez sur la plateforme Saxo Trader, qui est la plateforme de Saxo Bank, qui a plusieurs choix de moyennes mobiles.
Moi, je vais travailler avec ces deux-là, donc une moyenne mobile, prenons même sur 50, et puis on va remettre une seconde. Voilà, donc moyenne mobile exponentielle sur une période de 100. Alors la période, c'est le lissage en fait, hein. Quand on parle de période, on parle de moyenne mobile 100, 150, 200. Il faut savoir que ça correspond au nombre de périodes qui seront choisies dans le calcul, dans la moyenne arithmétique de la moyenne mobile. Hein, donc on va faire déjà une distinction simple entre une moyenne mobile simple et une moyenne mobile exponentielle. Les moyennes mobiles simples, si je prends une moyenne mobile 50 par exemple, ça veut dire qu'en permanence, et si je suis sur un graphique notamment vous voyez actuellement en 5 minutes, hein, c'est mon échelle de temps, et bien si je prends une moyenne mobile sur une période de 100, une moyenne mobile simple, ça signifie qu'en permanence, elle va représenter la moyenne des 100 cours de clôture des 100 périodes de 5 minutes précédentes. Et je dis bien que la moyenne mobile simple, ce sera la moyenne arithmétique. C'est-à-dire on donnera le même poids à tous les cours de clôture. Si on prend une moyenne mobile exponentielle, on va surpondérer les cours de clôture récents. C'est-à-dire que vous avez compris l'intérêt, c'est d'avoir une moyenne mobile qui est plus réactive et qui va beaucoup plus rapidement s'infléchir en cas de changement de tendance. Donc préférez plutôt les moyennes mobiles exponentielles si vous avez la possibilité. Alors, ce qui va être intéressant dans les moyennes mobiles, on va prendre déjà un cas, vous voyez, à très court terme, hein, mais qui peut être transposé sur des périodes beaucoup plus longues. Alors avant de continuer, c'est important de le préciser, c'est que tout ce qu'on va voir là, même sur du court terme, on peut le transposer sur des échelles de temps beaucoup plus longues. 2 heures, 4 heures, 8 heures, quotidien, hebdomadaire, peu importe l'échelle de temps, la méthode sera la même, ça va simplement être la durée de validité du signal qui sera exploité sur l'échelle de temps sur laquelle on travaille. Si je suis actuellement sur un graphique en 5 minutes, le signal que je vais obtenir devra être exploité sur une échelle de temps plutôt courte. Si je fais la même analyse sur un graphique en quotidien, forcément j'aurai une période de validité du signal qui sera beaucoup plus longue. Donc ce qu'on va déjà voir avec les moyennes mobiles, c'est vraiment basique, hein, je commence vraiment par le plus simple, c'est tout d'abord le comportement des cours par rapport à ces moyennes mobiles et l'écartement des moyennes mobiles. Il y a des signaux. Oui, à très court terme, on a un très bon exemple aujourd'hui sur l'euro-dollar. Regardez ce qui s'est passé dans les dernières minutes de cotation. On avait donc un euro qui était plutôt en phase de consolidation. Donc, vous voyez, on est vraiment un canal horizontal, un mode d'évolution des cours plutôt horizontal entre hier et aujourd'hui. Et puis, à un moment donné, les cours ont commencé à repartir à la baisse. C'était courant de la nuit. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité, donc là, c'était bien le fondamental qui faisait bouger le marché. C'est notamment la décision de la part de la Banque d'Australie de laisser ses taux inchangés avec un discours plutôt dovish, hein, disent les anglo-saxons, c'est-à-dire plutôt accommodant, c'est-à-dire il n'y avait pas forcément de volonté de rehausser les taux. La devise australienne, notre dollar australien, par rapport au dollar américain et par rapport à l'euro, c'est une devise plutôt à risque, si vous voulez. Donc forcément, quand une banque centrale qui était plutôt agressive jusqu'alors tient un discours plutôt accommodant, eh bien il y aura un impact non seulement sur la devise australienne, mais sur toutes les devises dites plutôt risquées, dont l'euro fait partie, dont la livre sterling fait partie. Et donc, vous voyez, on a vu que l'euro a commencé à repartir à la baisse. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien ma souris de l'autre côté de l'écran. À ce moment-là, l'euro a commencé à repartir à la baisse. Et puis, on a eu des signaux techniques très intéressants. Les cours ont commencé à se redresser et sont venus tester les moyennes mobiles qui, dans le cas présent, font office de résistance. C'est-à-dire que la moyenne mobile la plus courte, celle qui est de couleur noire, donc sur une période de 50, va être testée comme une résistance. Et puis, si cette résistance casse, la deuxième résistance, c'est la seconde moyenne mobile, celle à 100. Donc la moyenne mobile sur une période de 100. Et dans le cas présent, on a vraiment un schéma typique qui peut être repris sur d'autres marchés d'un très fort pullback sur l'échec de franchissement des moyennes mobiles. C'est-à-dire que les cours tentent de repasser par le haut, donc au-dessus des moyennes mobiles, et on voit très clairement un échec, un double échec à franchir ces moyennes mobiles, vous voyez dans cette zone de prix ici, et donc on a un pullback. Et le troisième test qui sera celui-ci, vous voyez donc j'espère que vous le voyez bien de l'autre côté, les cours n'arriveront même pas à franchir la première moyenne mobile. Donc là, la résistance est clairement avérée, et donc l'échec à franchir la résistance, on va attendre d'avoir une ou deux bougies baissières pour commencer à shorter le marché. Mais vous voyez, sur ces trois échecs successifs à franchir les moyennes mobiles, eh bien, elles font tout simplement office de résistance. Donc un échec à franchir les moyennes mobiles plus un écartement des moyennes mobiles. C'est-à-dire qu'on voit bien que les moyennes mobiles sont orientées à la baisse et qu'elles vont commencer à s'écarter de façon un peu plus importante. C'est clairement un signal très baissier et donc on peut shorter le marché à ce moment-là. Et on a encore un exemple beaucoup plus court terme. Vous voyez là, dans les dernières minutes de cotation, on a encore eu deux tests sur la moyenne mobile la plus courte avec un échec à chaque fois. Donc tant que l'on reste sous les moyennes mobiles, le signal est plutôt baissier. Pour se mettre long dans le marché, on va attendre au minimum de repasser, d'avoir un test haussier validé donc des deux moyennes mobiles à la hausse. Alors, une question par rapport à ça, en fait, donc les moyennes mobiles, ça reste subjectif puisque c'est nous qui définissons
la valeur de ces dernières, et comme tu l'as précisé, le fait qu'elle soit calculée de manière simple, exponentielle, etc. Donc, Mhm. comment savoir quelle moyenne choisir en fait? On entend souvent parler de la moyenne mobile 20, qui est celle Oui. qui sert à calculer notamment les bandes de Bollinger. Là, tu as repéré Mhm. les 50 et 100 en exponentielle. Qu'est-ce qui permet de définir ça? Est-ce que c'est parce que c'est les plus Alors, utilisés, celles qui sont oui, utilisées voilà, par les c'est exactement professionnels? ça en fait. C'est exactement ça. C'est qu'au-delà de l'aspect purement technique de l'indicateur, il y a l'aspect psychologique et l'aspect généralisation de l'indicateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en salle, vous avez la plupart des opérateurs très généralement sur des moyennes mobiles 50 et 100. On peut effectivement avoir des moyennes mobiles 20, mais le problème de la moyenne mobile 20, et c'est pour ça que je ne m'en sers pas, c'est qu'elle donne en tout cas dans les signaux comme ceci, si vous voulez, hein, de résistance au support, voire de croisement également, donne très souvent des signaux parasites. C'est-à-dire qu'on aura beaucoup de faux signaux générés par la moyenne mobile qui est trop courte. Comme elle est très courte, ça signifie qu'à chaque fois que les courbes vont commencer à varier légèrement, elle va s'infléchir beaucoup plus rapidement, on aura tendance à croiser de façon beaucoup plus anticipée, et finalement, dans de très nombreux cas, on aura un signal qui sera faux, qui sera parasitaire. Et le but de prendre des moyennes mobiles moyennement longues, voire longues, c'est de lisser au maximum les résultats qu'on obtient et d'avoir donc une moyenne mobile qui envoie le moins de faux signaux possible. Encore une fois, le but de l'analyse technique, ce n'est pas de dire j'ai la méthode infaillible absolue. C'est simplement de tester différentes moyennes mobiles sur différentes échelles de temps et de repérer les échelles de temps et les lissages qui sont les plus pertinents en termes de signaux techniques, tout simplement. D'accord, donc pour toi, d'après ton expérience, les plus pertinentes sont donc les 50 et 100 exponentielles. Tout à fait, 50 et 100 exponentielles. Et encore une fois, on le voit, c'est pas le fait de le dire, si vous voulez, qu'il suffit à établir une vérité. C'est le fait que, graphiquement parlant, on a des signaux envoyés par ces moyennes mobiles. Je vais prendre un autre exemple qui était un peu plus ancien, mais sur l'euro-yen. Donc je vais changer le cross sur lequel je travaille, donc euro-yen. Et puis je vais prendre ce cross, vous voyez, sur une période un peu plus longue. Donc on va le prendre par exemple sur du 8 heures. On va revenir un petit peu en arrière dans la forte baisse qu'on avait connue précédemment sur l'euro yen, voir un petit peu comment se comportent également ces deux moyennes mobiles. Donc vous voyez, j'ai gardé le même paramétrage, hein, 50 et 100, j'ai juste agrandi l'échelle de temps et changé le cross. On va avoir des signaux comme ici par exemple, vous voyez, au mois de novembre, donc si je zoome un petit peu, on aura à chaque fois, vous voyez, et à chaque fois qu'on a des échecs sur les moyennes mobiles, c'est clairement un signal qui est plutôt baissier. Vous voyez, je ne suis pas du tout sur la même échelle de temps, je suis sur un autre cross, sur un autre actif, et pourtant les moyennes mobiles me donnent toujours la même pertinence au niveau des signaux. On a même ici, vous voyez, un quantitative haussière n'arrive même pas à tester la première moyenne mobile, celle qui est la plus courte, et commence à repartir à la baisse. Dans ce cas-là, c'est un signal quasiment sûr à 100% que le marché va poursuivre sa baisse. Donc dans ce cas-là, vous voyez, les moyennes mobiles 50 et 100 donnent vraiment de très bons signaux. Et c'est le même principe après à la hausse, hein. On peut prendre des exemples dans tout type de configuration de marché. Vous voyez ici, donc le marché est reparti à la hausse, donc déjà on peut se mettre long. Vous voyez, dans ce cas de figure-là, on a eu un premier assaut de la première moyenne mobile qui a bien fonctionné. Fabien, je ne sais pas si vous voyez bien la souris de votre côté quand j'indique une C'est zone. bon, Est-ce que c'est on bien clair? voit très bien ta souris, ouais. Parfait. Donc voilà, on voit ici qu'on a un premier assaut, donc on a franchi la moyenne mobile la plus courte, on a testé la seconde avec un échec, donc pullback sous la deuxième moyenne mobile. C'est le second assaut qui sera le bon, et on a des petits signaux comme ici, par exemple, on voit que les cours sont venus s'appuyer ensuite sur la moyenne mobile en essayant donc de la casser par le haut, et donc la moyenne mobile la plus longue a fait office de support, et le support a tenu bon. Donc on ne va pas rentrer sur le test, parce qu'il peut avoir un échec sur le test. On va rentrer sur la bougie haussière qui va suivre. On ne sait pas si ce sera haussière ou baissière. Dans le cas présent, c'est une bougie haussière. Donc on peut se mettre long, une fois qu'on a bien clôturé l'échelle 8 heures, donc la bougie 8 heures. On peut se mettre long parce que là, clairement, le signal est haussier. Après un nouveau pullback baissier, vous voyez, correction, retracement baissier, on voit qu'on a une zone d'hésitation, une zone de résistance, pardon, de support, hein, sur les deux moyennes mobiles. Et dans ce cas-là, on voit qu'à chaque fois qu'il y a tentative baissière, les cours n'arrivent pas à rester sous les deux moyennes mobiles et repassent au-dessus rapidement. Et à chaque fois plus on a des échecs, si vous voulez, à passer en dessous des moyennes mobiles, plus la probabilité d'une inversion de tendance est importante. Et là, encore une fois, on va attendre d'avoir un vrai signal haussier, qui est cette bougie très haussière, pour se remettre à nouveau long dans le marché. Pour les plus puristes, on peut même attendre de refranchir la résistance qui était ici, vous voyez, qui était bien établie. Donc, attendre ce fameux rebond sur les moyennes mobiles. On attend même d'avoir plusieurs bougies haussières. On n'est pas pressé de rentrer dans le marché, donc on va attendre de casser la résistance également qui était ici pour se mettre long dans le marché. Et vous voyez, là, on a deux indications claires. Échec à casser par le bas les moyennes mobiles, on recasse une résistance qu'on avait testée quelques jours plus tôt, et puis on a même un croisement de moyennes mobiles. Alors c'est toujours un croisement et un signal retardé, hein. Beaucoup disent j'attends le croisement pour rentrer dans le marché. Le croisement, c'est plutôt une confirmation que le cours a bien changé de tendance. C'est certainement pas un signal d'entrée immédiate dans le marché, hein. Les signaux, généralement, on les a en préambule sur les cassures de résistance ou sur les échecs à franchir les moyennes mobiles.
Alors, l'un des points faibles des moyennes mobiles, c'est que si elles indiquent des bons seuils en tendance, quand on est Mhm. sur un marché en range, c'est plus délicat. Il faut plutôt justement Exactement. office de point médian, et donc c'est un peu difficile de se repérer. Comment savoir, comment repérer en fait un marché en tendance, différencier un marché en tendance d'un marché sans tendance? À l'observer, c'est assez simple, mais surtout comment le comprendre, comment le prévoir, en ajoutant justement du fondamental, en utilisant par exemple les moyennes mobiles uniquement quand on a Oui. des périodes bouleversées, comme en ce moment on a par exemple sur relatif à la zone euro, on sait qu'il y a beaucoup de craintes et d'inquiétudes, etc. Donc c'est plutôt une période propice à de la tendance. Donc à ce moment-là, utiliser ce type de stratégie. Quand on a des périodes plus calmes, privilégier d'autres types de stratégies. Comment tu vois les choses, Oui. toi? C'est tout à fait ça en fait. Les moyennes mobiles, c'est vraiment un indicateur de tendance par excellence. C'est-à-dire que c'est quand le marché est en tendance, finalement, les seules moyennes mobiles sont suffisantes. Hein. Il n'y a pas besoin de se compliquer, de complexifier le graphique en mettant d'autres indicateurs. Les autres indicateurs, on va le voir après, ce sont des indicateurs qui sont surtout efficaces dans un marché en phase de consolidation justement. Dans un marché qui est en tendance, le signal envoyé par les moyennes mobiles est suffisant pour qu'on reste en position et qu'on attende effectivement de voir quand le marché va commencer à consolider. Quand un marché commence à consolider, le premier signal qu'on obtient va tout d'abord, bon, il y a déjà des signaux fondamentaux si vous voulez, hein, on l'observe très généralement à la veille d'informations importantes ou de nouvelles importantes, comme ça peut être le cas sur la Grèce, comme ça peut être le cas sur des décisions importantes, on va avoir un marché qui est en phase d'hésitation. Ça peut durer plus ou moins longtemps d'ailleurs, mais les premiers signaux qu'on va obtenir, c'est effectivement l'actualité. Que se passe-t-il effectivement au niveau macroéconomique et si effectivement on voit dans une phase d'hésitation, le marché généralement va entrer en phase d'observation et attendre d'avoir un signal clair de la part des acteurs économiques. Ensuite, les moyennes mobiles vont donner également un nouveau signal, c'est-à-dire qu'elles vont commencer déjà à changer leur direction. Il y a un élément tout simple, tout bête, mais quand les moyennes mobiles, les deux sont orientés vers le bas, c'est clairement que la tendance est baissière. Quand elles vont adopter un comportement qui va être limite horizontal et qu'elles vont commencer à se resserrer, ça ne veut pas dire qu'on va entrer durablement dans une phase de consolidation, mais ça veut dire qu'on entre au minimum dans une phase de transition. Parfois pour repartir à la baisse de plus belle, parfois pour changer de tendance. Donc le comportement des deux moyennes mobiles qui passent d'un schéma vraiment en tendance baissière ou haussière vers un mode plutôt horizontal où les deux moyennes vont être presque parallèles, très resserrées et où les cours vont effectivement commencer à passer au-dessus et en dessous, ce sont les premiers signaux d'une consolidation de marché qui peut durer pas mal de temps. On pourrait essayer de trouver d'ailleurs, je vais essayer de retrouver ça sur le niveau du CAC 40. On avait eu ça, donc là encore je remonte dans le temps si vous voulez, hein, pour avoir différents éléments. Voilà qu'on pourrait obtenir sur le CAC par exemple ici. On avait une phase de consolidation qui était assez importante. Voilà, dans cette phase, avant finalement que la crise grecque n'empire, vous voyez qu'on a un marché qui est plutôt en consolidation latérale. Alors c'est un biais légèrement haussier, mais il y a beaucoup notamment ici, vous voyez, si on zoome cette partie de marché, on voit très bien que le marché est clairement sans tendance, on a des grandes oscillations, beaucoup de volatilité et finalement assez peu de tendance. Et vous observez que la Grèce était à plus de 160% de dette au niveau de son PIB, etc. Et cetera. Et ensuite, le marché a attendu de voir comment ça allait se passer. Dans cette phase de marché, si vous vous souvenez bien, ce qui avait suivi l'accélération baissière, qui était vraiment la crainte d'un défaut grec très rapide, c'était déjà en 2010, vous voyez, donc ça remonte à 2 ans. Le marché donc avait accusé le coup très fortement, et puis on était entré en phase d'observation pour voir comment allaient réagir les instances européennes, à la fois les dirigeants nationaux, et puis la Banque Centrale Européenne, les membres de la Troïka. Et donc, le CAC est entré dans une phase de consolidation. Et on voit bien que les moyennes mobiles, dans ce cas-là, ont infléchi leur angle, qui était plutôt baissier, sont devenus plutôt horizontales. Et dans ce cas-là, effectivement, les moyennes mobiles ont pas grand intérêt, si vous voulez, ou peu d'intérêt. Et c'est dans ce cas, dans ce genre de configuration-là, que les indicateurs techniques, notamment les oscillateurs bornés, vont donner des signaux plutôt pertinents. Et donc, alors le problème c'est que souvent de définir une tendance ou de définir un range, c'est ce qu'on fait une fois que c'est réalisé, une fois qu'on a les premières indications. Et souvent quand on se met à adopter une stratégie de trading en range, c'est là que le range se casse ou alors que la tendance s'essouffle. Enfin, c'est ce qui arrive souvent. En fait, une des grosses difficultés, c'est d'identifier en fait ces zones avant qu'elles arrivent ou au moment où elles arrivent en fait. Donc pour ça, c'est uniquement le fondamental qui peut le permettre. Clairement. Alors non, c'est encore une fois, c'est un mix des deux. Regardez par exemple, si on ignore sur ce graphique ce qui s'est passé à partir du mois de fin juin, début juillet, vous voyez. On a eu cette forte baisse donc du CAC, accélération baissière. Ensuite, on a évolué dans une zone de prix entre 3003 et 3600 points. Et on a eu une espèce de reprise haussière, mais qui s'est arrêtée exactement ici sur le test à la hausse des deux moyennes mobiles, où on a eu un échec. Donc là, à ce Et donc, moment-là, on ouais, avait déjà bien... on peut interpréter ça en fait. À ce moment-là, Voilà. on peut penser que c'est une poursuite de la tendance. On peut penser que c'est un signal C'est, de alors, tendance, c'est ça?
Exactement, mais déjà avant cette accélération haussière qu'on a eue, on avait déjà identifié clairement une zone de support qui était ici, vous voyez. On voyait bien que le CAC, dans cette zone de prix, avait du mal à rester dans des zones de prix plutôt basses, donc ça veut dire que dans le cas présent, les acheteurs voulaient tirer les prix à la baisse, mais les vendeurs ils n'étaient pas prêts à vendre leurs actifs à un prix inférieur. Donc on a trouvé une zone basse, en dessous de laquelle, le support à la baisse. Après, il fallait voir à la hausse jusqu'où on pouvait aller. Donc pour l'instant, on ne savait pas encore que le marché était en phase de trading range, hein. C'était vraiment un constat à court terme que le CAC était en train de buter sur un support, hein, légèrement entre 3300 et 3400 points. Il aura fallu attendre que le CAC remonte dans cette zone de prix ici. On va tracer une figure pour que ce soit bien clair. Voilà, il a fallu attendre de revenir dans cette zone de prix ici pour bien se rendre compte que finalement, on allait également trouver une zone d'hésitation à la hausse. Et donc, c'est uniquement lors de cet échec à franchir les 2 moyennes mobiles qu'on a pu constater qu'effectivement, on était bien borné à la baisse et que les moyennes mobiles faisaient office de résistance à la hausse. Et là, on a pu commencer, donc à partir de ce moment-là, l'analyse en trading range. Parce que c'est comme ça qu'on définit un trading range, c'est avoir une zone haute, une zone basse, une zone haute qui fait office de résistance, une zone basse qui fait office de support. Et là, on va guetter les signaux de cassure de résistance, par exemple. Et dans le cas présent, il y a des éléments techniques qui sont visuels, il y a les éléments fondamentaux de l'époque qui étaient effectivement les premières discussions sur le cas grec, donc clairement très peu d'éléments filtrés, et le marché était en phase d'attente d'éléments nouveaux par rapport à la situation. Et dans le cas présent, donc quand on a bien identifié cette phase où le marché commence clairement à hésiter à la baisse et à la hausse, on va mettre en place des indicateurs bornés. Hein, donc les fameux oscillateurs. Alors là, on peut par exemple en prendre un que je trouve assez, enfin deux que je trouve assez pertinents, que pas mal de gens connaissent, mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on décrypte l'évolution de ces indicateurs. Ça va être l'indicateur de force relative, donc le RSI, et puis les stochastiques. Pourquoi je prends ces deux indicateurs? Parce qu'ils sont bornés. C'est la différence par rapport à un oscillateur comme le MACD qui n'est pas borné. Je travaille également sur le MACD, mais le MACD n'est pas borné, c'est un oscillateur classique, alors que les deux autres, RSI et stochastique, sont bornés. Borné, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura une zone basse à 0 et une zone haute à 100. Et l'indicateur, quoi qu'il arrive, restera dans cette zone entre 0 et 100. Et donc, ce qu'on va guetter, c'est à chaque fois que l'indicateur va se rapprocher des zones de surachat, de survente, eh bien, ça constituera un point potentiel avec une très forte probabilité de retournement. Et c'est ça qu'on va chercher à avoir comme signal. Alors, je vais les mettre en place, si vous voulez bien, donc les deux indicateurs. Donc, par exemple, on va travailler sur un oscillateur. Le premier, on va choisir le RSI. Donc indice de force relative. On peut laisser la période par défaut, elle est souvent mise sur 14. Donc c'est une bonne période pour travailler. Encore une fois, ce n'est pas la seule période sur laquelle on peut travailler, mais de façon objective et sur l'analyse du comportement du RSI sur plusieurs sous-jacents, on voit qu'effectivement en 14, on a de bons résultats. Moi, j'aime bien travailler sur des RSI non lissés parce que l'acuité des signaux générés est un peu plus intéressante, l'amplitude de l'indicateur est plus intéressante également. Et puis, on va travailler sur des zones de surachat et de survente, positionner l'indicateur. Donc il va se mettre en place sous le graphique. Et donc voilà ce qu'on va observer sur le RSI. Alors c'est tout simple en fait, c'est une courbe qui va évoluer entre deux bornes, une borne basse, une borne haute. Et ce qui va nous intéresser, c'est les phases de marché où l'oscillateur va se rapprocher, voire passer en dessous ou au-dessus des zones de surachat ou de survente. Et donc dans le cas présent, vous voyez, donc quand on a commencé à mettre cet oscillateur, une fois qu'on a eu cet échec, vous voyez, sur les deux moyennes mobiles, les cours repartent à la baisse. Quand les cours repartent à la baisse, très généralement, ils viennent troisième fois. Donc, les cours vont commencer à redescendre et vont se rapprocher du support, qui est donc toujours celui-ci, qu'on peut déplacer maintenant, voilà, qui fait toujours office de support. Donc là, on va guetter les deux éléments visuels. Le premier élément, c'est test du support, voir si le support casse ou tient bon. Et au même moment, on se rend bien compte que le RSI est quasiment à 0. C'est-à-dire qu'on a un RSI qui est vraiment très orienté à la baisse, qui casse largement la zone des 20 et qui touche carrément les zéros. Donc encore une fois, l'indicateur est borné. C'est-à-dire qu'on n'ira jamais en dessous de 0, donc ce qu'il y a eu après au mois de juillet, mais sur le simple test du support, avec un RSI aussi bas, eh bien, on ne peut pas considérer qu'on aille voir beaucoup plus bas, au moins à très court terme. Donc ce qu'on peut faire à court terme, c'est jouer effectivement le fait que le support ne casse pas et se mettre long dans le marché, mais avec un stop qui est très serré. C'est-à-dire que le stop, on le mettra légèrement en dessous du support pour qu'en cas de cassure de ce support, on n'accuse pas une perte trop importante. Mais dans ce genre de configuration-là, avec un RSI aussi élevé, la probabilité d'un retournement, c'est ça qui nous intéresse en fait, c'est la probabilité
on va dire de réalisation d'un scénario. Et avec un RSI aussi fort, aussi faible plutôt, eh bien, on a une probabilité de retournement qui est très forte. Ok, donc Et donc, ces cas de figure, si vous voulez, on les a à la hausse également. Vous voyez, par exemple, quand on remonte ensuite, on a ce nouveau test des moyennes mobiles, eh bien, on voit encore une fois ici, sans, dans ce cas, la présence sérieuse du RSI, on voit qu'on a eu une première cassure de la moyenne mobile la plus courte, qui est généralement assez violent. Vous aurez remarqué que d'ailleurs, les pullbacks baissiers sont souvent beaucoup plus violents que les pullbacks haussiers. Des pullbacks haussiers, il y en a pas mal. C'est-à-dire qu'on a une tendance haussière, les moyennes mobiles croisent et on vient s'appuyer sur les moyennes mobiles en tant que résistance. On a un bel exemple ici, par exemple, vous voyez, début octobre 2010, les pullbacks haussiers sont toujours un peu moins virulents que les pullbacks baissiers. Et ça, c'est vrai, peu importe le marché sur lequel on travaille. ok. Donc là, ce que tu nous donnes actuellement, c'est donc moyenne mobile, RSI, c'est donc des outils simples. La plupart des traders qu'on a reçus, ils ont toujours utilisé des outils simples aux opérateurs. En fait, c'est ça la logique. Oui. Complètement. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit de voir d'ailleurs les opérateurs en salle, donc nous, ceux qui sont donc à Copenhague, les indicateurs même parfois sont même plus simples que ceux que nous on utilise pour des démonstrations et d'analyse pour nos clients. C'est très souvent, alors ce qu'on va avoir comme indicateur le plus fréquent, ça va être les retracements de Fibonacci qui sont très utilisés, le RSI très utilisé, on aura les bandes de Bollinger également qui sont assez fréquentes, mais c'est surtout les moyennes mobiles qui sont l'indicateur le plus privilégié par les opérateurs. Après, effectivement, on peut construire des indicateurs qu'on peut mixer, faire des mix entre différents indicateurs, mais il faut vraiment ne pas perdre de vue que les éléments les plus simples sont souvent les plus efficaces. Ça ne sert à rien d'avoir un graphique où on distingue même plus les cours parce qu'on a mis des différentes, on a mis 4 moyennes mobiles, parce qu'on a mis à la fois des Bollinger, parce qu'on a mis à la fois des supports de résistance dans tous les sens. Il faut au contraire qu'on ait une vision du graphique, c'est le graphique qui doit rester le plus visible à l'écran, et les indicateurs sont juste là pour vous voyez on va terminer après là-dessus par rapport aux moyennes mobiles, mais on a des très bons signaux. Alors vous allez me dire, j'analyse toujours ça a posteriori, mais c'est comme ça que l'œil se forme également et qu'on peut apprendre. C'est exactement le cas ici quand on a visité sur cette zone de résistance. On voit bien ici qu'il y a une zone je vais la tracer, une zone de résistance assez forte. Les cours n'ont pas réussi à passer tout de suite cette zone de prix. Et dans le cas donc actuel, on est venu retester les deux moyennes mobiles qui ont fait office de support, mais qui n'ont pas cédé, si vous voulez. Il y a eu un premier test, et le second test, on a bien cassé la première, mais pas la seconde. Et dans le cas qui était le cas à l'époque, cette bougie qui est donc la bougie très très haussière, ça c'est le meilleur signal d'achat qu'on puisse obtenir. Échec à franchir de moyenne mobile, on se redirige vers la résistance qu'on a testée plusieurs fois et on la casse. Il n'y a pas de quoi se précipiter dans le marché, on va juste attendre de casser la résistance, mais l'échec successif et surtout l'écartement des deux moyennes mobiles à ce moment-là avait généré cette hausse du marché. Ça peut être dû soit au non-farm payroll, par exemple aux États-Unis, ça peut être une décision sur les taux, ça peut être souvent des grosses décisions qui font réagir le marché avec des bougies aussi importantes, ou une annonce. C'est un marché qui est devenu depuis quelques temps maintenant, on est dans un marché qui est devenu très politique. Alors pas politique au sens premier du terme, mais un marché très politique qui va suivre les déroulements de la crise de la dette. Et on voit qu'aujourd'hui, au-delà en plus des annonces macroéconomiques classiques que tout le monde connaît sur les taux de banque centrale, l'inflation, les prix à la consommation, etc. C'est important au niveau des forces au pouvoir qui contestent effectivement pour certains les différents plans de rigueur, d'austérité. On voit évidemment en Grèce que c'est hautement instable. On voit qu'il y a des échéances également en France, en Allemagne, des échéances donc importantes au niveau politique. Tout ça vient également peser sur le marché, et c'est une source d'incertitude en plus de l'incertitude qui règne déjà sur les statistiques qui ne sont pas forcément très bonnes en zone euro. Et donc pour toi, cette incertitude, c'est facteur de quoi, plutôt de variation? Oui, de variation, voire même de baisse, c'est-à-dire quand les opérateurs sont plutôt inquiets. On le voit d'ailleurs ce qui s'est passé. Regardez, aujourd'hui, la baisse du marché n'a pas été générée, n'a pas été réalisée par une seule annonce. C'est un climat qui est venu, ce sont des éléments qui sont venus s'ajouter les uns à la suite des autres et qui ont fait que le CAC a plafonné un petit peu au-dessus de 3500 points. On a eu tout d'abord le fait que le swap obligataire, pour la Grèce par exemple, n'est pas encore totalement débouclé. C'est-à-dire qu'il faut suffisamment d'établissements financiers, créanciers privés qui acceptent le deal proposé, deal entre guillemets évidemment parce qu'il est forcément perdant pour la plupart des établissements financiers, mais il faut déjà attendre qu'il soit validé avant de passer à la suite du plan d'aide qui a été défini par la Grèce. Donc déjà, si cette première étape n'est pas validée par les créanciers privés, il est hors de question évidemment de parler derrière d'un plan d'aide plus conséquent. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, il y a les différentes informations qui parviennent en termes de statistiques macroéconomiques qui sont pas forcément très bonnes non plus. Alors curieusement aux États-Unis, enfin je veux dire curieusement, mais c'est pas forcément une surprise, mais aux États-Unis elles sont
plutôt meilleur qu'attendu au niveau de l'emploi, au niveau de la consommation. C'est pas vrai pour l'immobilier, mais il y a quand même deux gros piliers que sont l'emploi et la consommation qui sont très forts aux États-Unis, bien plus importants qu'en zone euro, parce qu'on a des politiques monétaires outre-Atlantique qui sont très différentes des politiques menées en zone euro. Aux États-Unis, on a à la fois un modèle qui est basé sur des réformes structurelles, des avantages fiscaux pour les ménages, pour les sociétés, qui font que l'économie arrive malgré tout à tourner dans un contexte qui est plutôt récessif au niveau européen. Alors qu'en Europe, on a adopté un modèle qui était plutôt un modèle récessif, et basé sur l'austérité à court terme, avec des réformes structurelles bien évidemment, mais pour l'instant, et ça ce sera les différents sommets auxquels on va assister bientôt, mais il faudra automatiquement que l'on parle de relance en zone euro si on ne veut pas voir l'économie tomber complètement. Mais La croissance est quasi nulle. Est-ce que c'est pas déjà ce qui se passe avec les LTRO justement, et est-ce que c'est pas ce qui soutient en ce moment justement les marchés actions malgré un contexte tendu comme tu l'indiques? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en Europe, si vous voulez, la différence par rapport aux banques centrales, c'est que la Banque centrale européenne, c'est la seule banque de toutes les zones économiques développées qui n'a pas fait ce qu'on appelle la monétisation. C'est-à-dire qui n'a pas racheté en direct la dette des différents États. Contrairement à ce que fait la Fed aux États-Unis, à ce que fait la Banque du Japon ou encore la Banque d'Angleterre. Toutes ces banques-là interviennent directement sur le marché de la dette, pas le marché secondaire, sur l'émission directement, et achètent la dette des États. Donc ça, c'est effectivement une politique monétaire. En Europe, les traités de la Banque centrale européenne, les statuts lui interdisent d'intervenir directement sur le marché primaire. Donc elle doit racheter la dette sur le marché secondaire et elle a trouvé un moyen effectivement détourné de détendre les taux sur le marché obligataire, à savoir l'injection très forte de liquidité. Mais qu'on ne s'y trompe pas, la crise de la dette en zone euro, ce n'est pour l'instant pas une crise de liquidité, c'est une crise de solvabilité auquel nous faisons face. Ce qui est très différent de la précédente crise, notamment la crise des subprimes, où là on avait vraiment une crise de liquidité au plus fort de la crise, au plus fort au moment de la chute de Lehman Brothers. Donc oui, la Banque centrale intervient, mais ensuite son champ d'action va, quoi qu'il arrive, rester limité. Elle peut juste intervenir encore un peu sur les taux si elle le souhaite, mais avec la hausse du prix des matières premières et les différents LTRO, on risque d'avoir un effet inflationniste qui réapparaît dans les mois qui viennent. Donc je suis pas sûr qu'elle ait encore une politique accommodante forte très longtemps. Elle va garder, je pense, des taux relativement stables. Et donc, ça veut dire qu'elle va renvoyer la balle très clairement aux différents États en leur disant, voilà, nous, au niveau monétaire, on a fait notre job, entre guillemets. Maintenant, à vous, au niveau de l'État, d'entreprendre les réformes qui s'imposent et surtout de faire, au cas par cas, de la relance. C'est-à-dire faire en sorte que les plans d'austérité ne pèsent pas sur l'ensemble de la croissance de la zone euro. Et beaucoup parlent de l'Allemagne aujourd'hui comme un modèle de stabilité, un modèle de croissance. Oui, jusqu'à présent. Mais il ne faut pas s'y tromper, l'Allemagne aujourd'hui réalise la plupart de ses échanges commerciaux avec ses partenaires européens. Donc si forcément ces partenaires européens commencent à avoir des économies récessives les unes à la suite des autres, l'Allemagne ne restera pas puissante très longtemps. Donc l'Allemagne a également besoin d'avoir des pays voisins forts et des partenaires forts. D'accord. Et donc selon toi, pour le moment, donc ça c'est plutôt facteur dans le cadre, pour revenir au trading, de baisse des marchés actions européens et éventuellement de l'euro également? Oui. En tout cas, de phase d'observation, il suffit de voir ce qui se passe sur le CAC. Quand on regarde un petit peu, on va prendre une échelle de temps un peu moyenne. Voilà, on voit clairement qu'on a une zone de résistance qui était assez forte au-delà des 3500 points. D'ailleurs, si on fait du technique pur, il faut voir à quoi correspondait cette zone-là, si vous voulez. Là, on a une zone, bon, pour l'instant, j'ai pas mis d'indicateur. On va supprimer ce qui avait été fait précédemment. Il suffit de voir où nous étions en fait au niveau technique. Et là, on va parler des retracements de Fibonacci. Vous voyez, on a une baisse qui avait été bien identifiée, les retracements de Fibonacci, qui est un indicateur technique un petit peu à part dans tout le panel des indicateurs existants. Les retracements de Fibonacci, c'est quoi? C'est un indicateur qui permet de définir par avance des seuils que le marché va potentiellement atteindre après un fort mouvement de hausse ou un fort mouvement de baisse, pour que ce soit visible par tout le monde. Voilà, donc vous voyez, quand on identifie comme ça un mouvement de hausse ou de baisse dans le cas présent, dans le cas qui nous intéresse, on voit bien qu'on a un point haut, un point bas. Alors j'aurais pu prendre ce retracement sur les points un peu plus hauts qui étaient le présent au mois de, vous voyez, en février et en mai 2011, mais il y a eu un dernier pic haussier avant un point haut à 4013 points, un point bas à 2691, eh bien on a des retracements successifs qui vont se mettre en place. Ces retracements, vous voyez, ces paliers que vous avez à l'écran, ce sont des pourcentages de correction haussière. Donc actuellement, vous voyez que le CAC est venu buter sur la correction qui correspond presque à 2 tiers de correction haussière par rapport à toute la baisse qu'on a connue. Et on voit bien que c'est un niveau qui fait office de résistance. Donc, dans le cas présent, pour se remettre long dans ce marché, pour si toutefois le marché repartait à la hausse, ce que je conseille à tout le monde, c'est d'attendre très clairement de repasser au-dessus de 3500, 3510 points, ce qui correspond à la zone clairement résistance,
plus retracement de Fibonacci à 61,80%. Et c'est uniquement en cas de cassure de ce niveau de cette résistance qu'il faut se remettre long dans le marché. Pour l'instant, on fait quoi? Eh bien, on vient tester. On avait testé, donc vous voyez ici, je vais le tracer. Voilà, c'est le support qu'on avait connu, donc en date, on était le 24. Et donc, vous voyez qu'on se dirige vers ce niveau de support qui était celui-ci. Et ça, donc, c'est la zone potentielle que le marché cherche à atteindre vu qu'il y a eu un échec sur la hausse. Et donc, dans le cas présent, pour ceux qui seraient acheteurs dans le marché actuellement, il faudrait bien qu'ils m'expliquent pourquoi ils sont acheteurs. Aujourd'hui, tel support. Et donc, comme tous les retracements baissiers du marché, on va chercher tout d'abord les supports à court terme. Le premier, donc, il est à un petit peu au-delà de 3400 points, 3415 points. Et ensuite, on va chercher des supports beaucoup plus importants. C'est-à-dire que si ce support venait à casser, eh bien, le support suivant que le marché viendrait tester, c'est le retracement de Fibonacci qui est juste en dessous, celui qui correspond donc, si je zoome un petit peu en arrière, à 5. C'est bien que le retracement était visible par tout le monde. Les opérateurs sont venus s'appuyer sur ce retracement à 50% avant de repartir à la hausse et de tester le retracement suivant. Mais on recassera les 3508 points à la hausse qu'on pourra se remettre acheteur dans le marché. Pour l'instant, dans une configuration comme celle-ci, je ne rentre évidemment pas acheteur. Ok, bah moi pour ma part ouais, j'utilise aussi les retracements de Fibonacci. Alors bah, justement là tu dis sur le CAC 40, donc là on a plutôt des signaux de vente. Alors ce sera une prise de position. Et sur ton graphe je vois pas, c'est février quoi, c'est 2011. Oui, voilà. Était, plus bas, c'était effectivement l'année dernière, on était donc en septembre 2011. D'accord. Et ouais donc le biais de fond est baissier. Si on le casse, on est censé retracer entièrement le mouvement précédent. Donc là actuellement toi, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu prendrais position à la vente à court terme pour parier sur un rebond jusqu'à la zone formée par tes moyennes mobiles? Ou alors est-ce que tu resteras en dehors du marché, donc dans l'attente d'une cassure réellement? Oui, c'est exactement ça. Alors, pour les plus agressifs, alors si effectivement je vais être agressif dans le marché, oui, on peut shorter sur le niveau actuel et puis viser très clairement déjà le test du support qui est juste en dessous. Vous voyez, c'est une petite, il y a quelques points à gratter, mais on peut shorter le marché et venir chercher ces points-là. Après, le phase de consolidation, c'est-à-dire que on a atteint un point qui a bien été marqué par le retracement plus une phase d'hésitation. On a un point bas qui est bien identifié par le retracement de Fibonacci et le test qu'on a eu en février 2012. Donc on a des cours qui commencent à s'inscrire maintenant dans une zone entre un plus bas et un plus haut. Et on peut rester, je pense, quelque temps dans cette phase de marché entre 3350 et 3510 points. Donc dans ce cas-là, on va effectivement opérer à même une invalidation. Alors vous voyez on est en train de tester également, si vous voyez bien, la résistance qu'on avait testée au mois d'octobre 2011. Vous voyez, on avait un pic. Je vais essayer de le tracer ici, un pic haussier, voilà, sur le niveau actuel. D'ailleurs, vous voyez, la résistance actuelle correspond exactement à celle que j'ai tracée tout à l'heure à court terme. Je vais essayer d'épaissir mon trait pour que ce soit bien clair pour tout le monde. C'était une ancienne résistance qui devient support maintenant. Ça, c'est toujours très important à signaler. Vous voyez que la résistance qu'on avait testée en octobre 2011, quand on la projette plus récemment, eh bien, ça correspond à la zone de support court terme qu'on avait déjà testé casse, donc elle se trouve un petit peu au-delà de 3400 points. Ça veut dire clairement qu'on a une résistance bien établie, surtout qu'on a un support qui était constitué par l'ancienne résistance, d'un support qui est déjà ancien. C'est clairement le signe et le signal que potentiellement le marché est clairement entré dans une phase au minimum d'hésitation, voire de reprise de tendance baissière. Par contre, il ne faut pas être trop pessimiste non plus. Le LTRO, donc les plans qu'on met en place, les deux LTRO que la Banque Centrale Européenne a mis en place, ont pour conséquence d'avoir insufflé énormément de liquidités dans le marché, d'injecter beaucoup de liquidités. Et une bonne partie de ces liquidités va se retrouver sur différents marchés. Les matières premières, les dettes d'État notamment, mais également les marchés plus risqués, comme les marchés actions par exemple. Et donc, on peut penser que même si on a cette phase de correction baissière, alors encore une fois, on va attendre de repartir à la hausse et de casser les 3500 points, mais si on venait à casser ces 3500 points, la pro s'est dessinée, on a deux tests assez bas fin 2011, donc ça c'est clairement une configuration qui, lorsqu'elle est validée, et elle est validée quand on repasse au-dessus du point intermédiaire, vous voyez, on a quand même un W qui s'est dessiné. Si on a ce test baissier, vous voyez, actuel, qui tient bon, on peut passer un petit peu en dessous de 3400, c'est pas forcément gênant, mais il faut pas qu'on y reste très longtemps. Si on arrive à rester au-dessus de ces 3400 points, et qu'on repart au-dessus de 3500 points, eh bien les figures en W comme celle-ci, l'accomplissement de la figure, c'est quoi? C'est que le deuxième V, qui est constitué par le point bas qu'on a touché donc à 2800 points, donc ça fait donc 600 points, eh bien on va prendre ensuite la même hauteur depuis les 3400 points vers le haut. Ce qui nous amènerait donc
légèrement aux alentours des 4000 points. Donc si cette figure en W Alors, était validée et pardon. qu'on arrive à rester... Désolé, Oui. parce qu'apparemment le son saute là depuis une Ah, ou deux minutes. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais relancer l'émission, donc ça prend ok. quelques petits instants et on va reprendre. Désolé de te couper comme ça, hein, mais c'est pour Oui, le très confort bien. de À tout l'ensemble. de suite. À tout.
Voilà, donc merci de me dire si c'est ok au niveau du son et de l'image, si c'est revenu. Et puis si ça bug encore, ouais, merci de m'alerter comme vous l'avez fait sur le chat. Et donc j'essaie de résoudre le problème le plus rapidement possible. Alors, j'attends juste votre confirmation sur le chat pour me dire si tout est ok, on va reprendre. Ok, a priori c'est bon, donc vas-y Alexandre, désolé pour cette coupure. Non, aucun souci. Alors on va reprendre donc sur le point sur lequel on s'arrêtait. Je vous donne juste 2 petites secondes de patience, le temps de remettre en place un élément sur mon bureau et je reprends tout de suite. À tout de suite. Bien sûr. Alors, en attendant, je vais reprendre les quelques questions qui ont été postées. Vas-y, le passé de prendre long quand le récit est à 0, Marim. Alors, je pense que ce que voulait dire Alexandre tout à l'heure, ouais, c'était par rapport justement à privilégier le RSI uniquement à une utilisation en phase de range. Et là, vu qu'on avait une zone de support, le fait qu'il... Bon, c'est sûr quand c'est un indicateur borné, si on est en tendance, on peut accélérer encore la baisse pendant longtemps si on reste à 0. Si on a une zone de support au-dessous, justement, c'est un signal qui est d'autant plus valide, je pense, que ce qu'il voulait dire. La baisse peut ralentir mais continuer, le RSI s'élèvera de 0 en divergence. Ouais, pour les divergences, ça peut être sympa. Voilà, je vous ai entendu, effectivement, désolé pour l'attente. C'est un très bon moyen, enfin un très bon point que vous soulevez là, c'est la partie divergence notamment. Ça, c'est vraiment un élément ultra puissant au niveau d'analyse technique, qui est souvent. Alors, je sais pas si le son est bon pour vous. Pour moi, c'est bon. Oui, après il y a quelques soucis, mais pour l'instant on va continuer comme ça. Et si c'est pas résolu d'ici 5-10 minutes, je diminuerai la qualité. Mais pour l'instant ça va. Oh, ok, très bien. Alors effectivement, les divergences, c'est un point intéressant à constater au niveau des indicateurs. Et pour ça, le RSI, c'est un des meilleurs indicateurs au niveau des divergences. Il y a les stochastiques également, donc je le mettrai tout à l'heure à l'écran si vous voulez. Mais le RSI, au-delà donc de l'aspect phase de décalage entre l'évolution des cours. Par exemple, on a des cours qui sont haussiers, et puis au même moment, on va avoir un indicateur technique qui va prendre le chemin inverse. C'est-à-dire que on va en identifier un, par exemple ici, voilà, une divergence qui est assez palpable. Vous voyez par exemple ici, au niveau du CAC, donc c'était en 2011, deuxième trimestre 2011, on a un premier sommet qui était inscrit par le CAC légèrement au-dessus de 4000 points, et le second sommet avait été réalisé par une droite, voilà, comme ici. On a vraiment des courbes, vous voyez, qui sont orientées à la hausse. Si vous regardez au même moment l'évolution de l'indicateur technique, lui, il suit une phase qui est totalement opposée. C'est-à-dire que le premier sommet correspond effectivement à une zone de surachat, on est largement au-delà de 80, donc ça a d'ailleurs engendré une correction baissière dans la foulée. Mais le second sommet qui est inscrit sur le RSI est beaucoup plus bas que le premier sommet, et surtout, au même moment, les cours, donc le CAC, imprime un nouveau plus haut. Et donc, c'est ce qu'on appelle une divergence baissière. On a une évolution qui est haussière sur l'indicateur, sur les cours, alors que l'indicateur, lui, commence à s'affaisser. Ça, alors, c'est pas forcément un signal de vente à court terme, mais pour ceux qui étaient rentrés long dans le marché pour autant, mais ça veut dire qu'on commence à prendre ses plus-values si on était déjà acheteur dans le marché. Mais en tout cas, si on était absent du marché, on ne rentre certainement pas long dans ce genre de configuration-là. Donc la divergence est un élément qui est très puissant parce que souvent les tendances qui en découlent sont des tendances qui sont plutôt longues. Et ça, c'est intéressant à observer. On a d'autres divergences. Alors, encore une fois, ce ne sont pas toujours des éléments qui sont très très visibles comme ça au premier coup d'œil. Mais si vous regardez, par exemple, le CAC 40, l'évolution, c'était troisième trimestre 2011, on a vraiment une tendance qui est baissière sur les cours. Et au même moment, l'indicateur qui est en dessous, lui, commence à se redresser. C'est-à-dire que le plus bas atteint par les cours en 2000, donc au mois de septembre 2011, vous voyez que le plus bas sur le RSI n'était finalement pas un point très bas. Et le point précédent en bas était beaucoup plus bas. Et donc ça, c'est clairement le signal fort que le momentum de la tendance que vous observez, c'est-à-dire la vigueur de la tendance que vous observez, est en train de s'affaiblir. Et très généralement, ça débouche sur des changements de tendance, au moins à court terme. D'accord. Alors, pour comprendre une divergence, est-ce qu'il faut quand même connaître un minimum la méthode de calcul du RSI, puisque je suppose que le RSI est un indicateur qui est calculé à partir des prix, puisqu'on n'a pas d'indication de volume sur le Forex, comme tu l'as dit, puisque c'est pas un marché central. Ah non, là on est sur le CAC, pardon. Donc là on peut... Est-ce que le RSI c'est quoi? C'est basé uniquement sur les prix, ou est-ce que ça prend en compte les volumes également? Alors, c'est basé effectivement sur l'évolution des prix. Il y a des marchés, notamment comme sur le marché des changes, par exemple, où, comme c'est un marché de gré à gré, on peut avoir les prix échangés chez un broker en particulier, mais on n'aura pas l'ensemble des volumes échangés sur le marché, vu que ce sont des échanges de gré à gré, donc OTC. Le RSI, effectivement, alors ce qui est intéressant dans le RSI, c'est que c'est
plus que la construction, c'est-à-dire la formule mathématique va nous permettre de le construire. On pourrait également détailler les stochastiques et autres, mais c'est surtout, je trouve, l'interprétation visuelle qui va être intéressante. Après, effectivement, je vous invite à approfondir, pour ceux qui le souhaitent, la construction en détail de l'indicateur, savoir quels sont les paramètres mathématiques que l'on prend en compte dans la construction. Mais ce qui est surtout intéressant dans l'analyse graphique, c'est le côté visuel de l'indicateur. Et c'est le fait de pouvoir tester donc le RSI sur différentes périodes, 12, 13, 15, etc., et de voir sur quelle période, dans ces cas de figure de présent, dans les cas de figure du marché, on a le signal le plus précis en termes de changement de tendance. Donc moi, ce qui m'intéresse plus, c'est l'interprétation de l'évolution de l'indicateur technique, plus que sa construction, même si sa construction est évidemment essentielle quand on veut savoir sur quoi on traite. Mais encore une fois, je pense que pour ceux qui débutent sur le marché, oui, intéressez-vous encore une fois aux indicateurs techniques, c'est toujours intéressant, mais le fait de rentrer trop en profondeur dans la formule mathématique peut parfois enlever simplement le côté visuel qui est souvent le plus efficace. Les graphiques, ce sont des éléments visuels, c'est la massée, plutôt que la formule mathématique qui construit l'indicateur. D'accord. Alors, pour préciser ma question, en fait, ce que j'avais derrière la tête, c'est que quand on observe une divergence, étant donné que le RSI est calculé à partir des cours, est-ce que, en fait, qu'est-ce que veut dire cette divergence? Ça veut dire que, certes, le mouvement continue, mais avec plus de faiblesse. C'est tout à fait ça. Est-ce que c'est quelque chose qu'on est capable de voir sans le RSI? Est-ce qu'à ce moment-là, le RSI a simplement un but d'indication, c'est-à-dire de mettre en avant certaines choses, mais qu'on peut le voir également uniquement d'après l'étude des cours? Oui, alors l'étude des cours, puis l'étude des. Alors là, on est sur le CAC, donc on aura les volumes sur le CAC. Donc pour les marchés sur lesquels on a les volumes, oui, bien sûr, on peut le voir. C'est-à-dire que souvent ces phases de marché, vous voyez, on a une espèce d'accélération exponentielle à la baisse. Ça, vous voyez, on a un marché qui accélère à la baisse, qui va rebondir successivement, et puis on aura toujours une fin de mouvement qui est souvent assez tranchée, assez rapide. Les dernières journées d'échelle faibles, et très souvent, on aura des mouvements inverses qui vont se dessiner. Là également avec des volumes pas forcément très importants, et c'est ensuite que les volumes vont revenir. Donc là, sans avoir d'indicateur technique, déjà en analysant simplement les volumes. Et quand on a une tendance qui est très très baissière, eh bien vous allez voir très souvent que les fins de tendance, qu'elles soient haussières ou baissières, se font dans des volumes beaucoup moins importants. Et c'est d'ailleurs ce qui très souvent provoque ces décalages de cours très rapides. C'est souvent parce qu'il y a peu de mouvement, donc il y a des écarts très importants entre l'offre et la demande, ce qui fait que les cours varient très très fortement. Dans des marchés qui sont très volumineux et où il y a beaucoup d'échanges, même si après il y a des facteurs psychologiques qui peuvent faire bouger le marché, hein, mais les marchés sont un peu moins volatiles, même beaucoup moins volatiles que dans des marchés où il y a très peu de volume. D'accord. Donc oui, le volume seul peut être pris effectivement comme indicateur à part entière. Après, évidemment, encore une fois, l'intérêt des indicateurs, c'est d'arriver à en choisir 2-3 qui sont pertinents. Donc moi, j'aime bien les moyennes mobiles, RSI, stochastique, même le MACD, et de trouver une sorte de consensus qui va se dégager de tous les indicateurs techniques. Parce que parfois, on peut avoir des indications qui sont données par le RSI et les stochastiques, et puis quand vous regardez le MACD, vous pourrez avoir un signal contradictoire, et donc ça vous permet de mettre un bémol sur votre certitude finalement de vouloir rentrer dans le marché à ce moment-là. Donc ne mettez pas trop d'indicateurs parce que effectivement avoir un consensus dans tous les indicateurs ça va être plutôt rare. Par contre, si on arrive à avoir un consensus sur au moins 2 indicateurs, c'est-à-dire le même signal, là effectivement ça devient pertinent et on peut commencer à exploiter en diminuant son risque d'entrée dans le marché. D'accord, très bien, ouais. Et donc, c'est ce qu'on avait actuellement sur l'euro-dollar, là, sur le CAC, comme je suis habitué à l'euro-dollar, ces derniers temps, puisqu'on avait justement un RSI qui marquait des plus hauts de plus en plus bas, alors que sur les cours réels, on marquait des plus hauts de plus en plus hauts. Et justement, cette prise en main du marché par les vendeurs, toi, tu dis que tu la traderais pas spécifiquement à la baisse. Donc, pourquoi, en fait, parce que justement, la tendance est plutôt haussière à moyen terme, tu veux pas aller contre la tendance tant qu'on est... On a des signaux, même au niveau stochastique, vous voyez. Là, j'ai ajouté les stochastiques, hein, pour ceux qui ont vu pendant que Fabien posait la question. Donc, j'ai pris les stochastiques lentes en 14-3-3. Donc, c'est un paramétrage de stochastique. J'ai pris des PKS, donc stochastique lente. On voit que sur l'indicateur stochastique, vous voyez cette baisse assez prononcée aujourd'hui, on était dans une zone assez élevée sur l'indicateur stochastique, proche des 100, c'est un indicateur borné. Donc oui, dans le cas présent, d'ailleurs si vous regardez bien les journées même d'hier, pour venir sur l'aspect volume, avant même d'avoir le signal généré par la stochastique, c'est que les volumes que nous observions hier sur le CAC étaient également très faibles. Et donc vous voyez, c'était déjà le premier signe
que l'absence de volume et l'incapacité du marché à passer au-delà et à rester au-delà de 3510, 3515 points, c'était le marché parce qu'il n'y avait aucune confirmation qu'on allait avoir ce mouvement-là aujourd'hui, mais cette baisse du volume hier et plus le test du Fibonacci, c'était déjà des éléments, et plus si vous regardiez la stochastique hier, on était déjà orienté à la hausse, mais dans des niveaux très élevés, proche de 90, 95 presque, donc le potentiel haussier de la sto devenait également très faible, donc la probabilité de retournement hier commençait à prendre son importance. D'accord. L'approche est intéressante. Est-ce que tu as d'autres outils également que tu utilises ou c'est majoritairement ces quatre outils Non, alors moi je vais vraiment travailler avec ces outils-là, donc vraiment les moyennes mobiles, ça c'est indispensable. Je veux dire, si vous ne devez en garder qu'un seul, ce sont les moyennes mobiles, c'est vraiment l'indicateur le plus pertinent. On va encore s'arrêter si vous voulez 2 secondes sur les moyennes mobiles, mais regarder un petit peu sur la baisse du CAC qu'on a observé à franchir la moyenne mobile. Et cette espèce de les moyennes mobiles donc avait déjà croisé à la baisse précédemment. On avait un premier échec des cours ici à rester au-dessus des 2 moyennes mobiles. On a un second test des moyennes mobiles avec un nouvel échec. Et là le pullback est méchamment violent. Et surtout donc il y a un pullback plus une cassure, vous voyez, d'un support qui avait été établi ici. Donc là on a des éléments qui ainsi, je trouve c'est très pertinent. Bon, pour les phases de surachat de survente dans un marché qui consolide, c'est intéressant. Les divergences également bien exploitées. Les stochastiques ensuite, vous voyez, je les ai ajoutés. Stochastiques, j'aime bien l'utiliser également. Donc, quand vraiment les stochastiques sont très très étirés, c'est-à-dire qu'elles touchent quasiment les 100, là on sait qu'effectivement la probabilité de retournement est extraordinairement importante. Donc, on peut déjà commencer à shorter le marché ou à prendre des positions vendeuses avec des stops serrés. Donc, les stochastiques, c'est très bien parce que c'est un indicateur qui est très volatile, très réactif et qui va très rapidement arriver dans les phases, dans les zones 100 ou 0, donc très proche des plus hauts des plus bas. Et donc là, on peut prendre une position inverse dans le marché sans trop de risques. Je travaille avec le MACD, mais de façon plus discrétionnaire. C'est-à-dire que je le mets en toile de fond, j'ajoute un histogramme sur le MACD. Donc MACD, pour ceux qui aiment l'utiliser, je le prends en 26, 12, 9. C'est le paramétrage souvent qui est mis par défaut. Donc MACD en 26, 12, 9. Et j'y ajoute ce qu'on appelle l'histogramme. Pourquoi ? Parce que c'est un indicateur qui donne plus, je l'assimile presque un indicateur de momentum en fait, le MACD, c'est-à-dire plus un indicateur sur le sens de la tendance qu'on observe, mais plus en confirmation plutôt qu'en indicateur avancé de prise de décision. Autant les stochastiques et le RSI, je trouve, sont des indicateurs avancés parce qu'ils sont très réactifs, autant le MACD, c'est toujours un indicateur un peu retardé, mais lorsqu'on a un MACD qui repart à la hausse, qui croise la ligne d'équilibre qui est le 0 et que les croisements haussiers qui sont intervenus quelques temps auparavant, ça vient en fait en confirmation de la tendance que vous observez, donc ça diminue un peu l'entrée ou la prise de risque d'entrer dans le marché. Mais c'est évidemment pas le MACD un indicateur totalement avancé, c'est plus un indicateur de confirmation. C'est intéressant, si vous voulez, on peut peut-être terminer là-dessus tranquillement. Donc je vais les mettre en place sur le graphique. Alors l'objectif, c'est évidemment pas de rentrer dans la théorie très large des bandes de Bollinger, c'est plutôt de vous donner des éléments qui doivent impérativement marquer l'œil quand vous les voyez à l'écran. Donc pour les mettre en place, je vais un petit peu supprimer tout ce que j'ai mis en place pour ne pas lourdir le graphique. Encore une fois, il faut bien savoir que ce qui reste le plus important, c'est le graphique. C'est vraiment la base même du travail, donc il faut qu'il reste le plus visible possible à l'écran. On va tout supprimer donc pour avoir un graphique totalement épuré. Et puis sur ce graphique, on va y mettre donc des bandes de Bollinger. Et on va voir donc quels sont les signaux qui doivent impérativement vous alerter quand vous travaillez avec cet indicateur. Alors les bandes de Bollinger, c'est pas un oscillateur, c'est un indicateur de tendance. On le trouve aussi dans bande de Bollinger, très souvent dans les différentes plateformes, donc chez Saxo Bank ou ailleurs, vous aurez un paramétrage qui sera, alors on peut changer la période évidemment, mais moi j'aime bien travailler sur une moyenne donc de 20 avec un écart type de 2, c'est très souvent le paramétrage qu'on verra par ailleurs. On élargit un peu l'épaisseur des traits et on valide. Et donc voilà ce que donnent les bandes de Bollinger sur le CAC par exemple. Alors, ce qu'on va chercher à avoir comme information et ce qui va être utile dans les bandes de Bollinger, et c'est ça d'ailleurs pour les personnes qui débutent complètement, et c'est ça qui est intéressant également, c'est que ces personnes-là ont un œil relativement neuf sur le marché et parfois n'ont pas les défauts que peuvent avoir ceux qui pratiquent le marché depuis quelque temps. Si vous demandez à une personne qui connaît absolument pas le marché de vous décrire ce qu'elle voit actuellement à l'écran, vous dites voilà, décris-moi pour toi c'est quoi les bandes de Bollinger, eh bien la réaction ça va être j'ai des cours j'ai des cours qui évoluent entre deux bornes, une borne haute, une borne basse, dans une sorte d'enveloppe. Et elle va vous dire qu'ils évoluent à l'intérieur de cette enveloppe. C'est le mot à l'intérieur qui va être important. C'est-à-dire que ce qu'on va chercher, donc, si les cours évoluent à l'intérieur, la plupart du temps, 90-95% du temps, on va chercher les périodes où justement les cours sortent des bandes de Bollinger.
Toute sortie des bandes de Bollinger, c'est un phénomène rare. C'est un phénomène, alors exceptionnel, pas au sens extraordinaire, mais c'est un phénomène exceptionnel au sens rare. C'est-à-dire que comme tous les phénomènes exceptionnels, ils sont souvent éphémères. Ils durent assez peu de temps, et c'est ça qu'on va chercher à exploiter. C'est quand on a des cours qui viennent s'extraire des bandes de Bollinger, enveloppe haute ou enveloppe basse, eh bien, il y aura une tendance naturelle à la réintégration des bandes. Et c'est ça qu'on va chercher à jouer. Notamment, vous voyez ici un exemple qui est flagrant, bon, qui est presque trop flagrant pour être expliqué, on va dire, de façon un peu plus poussée, mais au mois de mars, on voit très bien que sous cette accélération baissière, les courbes, on a une accélération baissière qui est phénoménale, hein, exponentielle à la baisse, et on a une sortie qui est flagrante des bandes de Bollinger. Ce genre de sortie, ici, les cours ne peuvent pas rester, c'est impossible, ne resteront pas en dehors des bandes de Bollinger. Donc, soit c'est l'enveloppe basse et c'est ça qu'on va chercher à jouer dans ce cas de figure-là, c'est la réintégration de la bande. Alors ça, c'est une stratégie, c'est presque du scalping, hein, c'est du scalping d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on va vraiment rentrer sur la sortie, mettre un stop très très serré, voire pas de stop, mais mettre un stop psychologique, et puis jouer simplement la réintégration de la bande et couper la position quand on sera revenu dans la bande, ou en tout cas au contact de la bande de Bollinger. Et vous voyez, ces sorties des bandes sont toujours très rares. Vous voyez ici, par exemple, au mois de juillet 2011, on a également une sortie qui ne va pas durer très longtemps. On réintègre ensuite la bande de Bollinger. Ici, c'est le cas également. On a une sortie de la bande, on va réintégrer la bande de Bollinger. Donc ça, c'est le premier élément visuel qui doit impérativement marquer les investisseurs, c'est toutes ces sorties de bande de Bollinger. Alors après, il faut faire attention parce que les sorties de bande de Bollinger, dans un marché qui est en tendance, le CAC a plongé entre fin juillet et début août, sur cette accélération baissière, alors ça, avant d'aller plus loin dans l'explication, il faut déjà regarder que sur l'accélération baissière que l'on a commencé à connaître, on avait déjà ici une cassure de support, hein, qui était visuelle. Donc cette cassure de support, c'est ce qu'on va dire tout à l'heure, si vous vous souvenez bien, quand on voyait qu'ici on avait un échec sur les 2 moyennes mobiles, plus la cassure du support ici, c'est déjà un premier signal de vente. Sur cette accélération baissière ici, donc sur la cassure du support, on voit que les cours viennent tester quelques heures maximum. On peut à chaque fois qu'on sort de façon très violente jouer la réintégration. Mais surtout, ce qu'on va observer dans cette accélération baissière, c'est que l'enveloppe haute qui est ici va très très fortement s'écarter, va partir à la hausse en fait, dans l'autre sens, dans le sens opposé des cours. Et si c'est un mouvement de baisse qui a généré cet écartement très fort des enveloppes de Bollinger, eh bien la probabilité que le mouvement se poursuive est très importante. Plus l'écartement que vous constatez ici est important, si c'est un mouvement baissier qui a généré cet écartement, c'est que la probabilité que le mouvement de baisse que vous observez simplement ici au départ va se poursuivre. Et même chose pour la hausse. Plus les bandes vont s'écarter rapidement sur une accélération haussière, et donc plus on va venir tester rapidement l'enveloppe haute, eh bien l'écartement des bandes de Bollinger n'a pas été très important. Vous voyez que l'écartement, finalement, là, on sort d'une phase de consolidation où les bandes étaient relativement serrées. On a testé l'enveloppe haute, mais l'écartement des deux bandes n'a pas été phénoménal. Alors qu'ici, sur ce mouvement, vous voyez déjà les bandes, simplement ici, sur ce mouvement de première accélération baissière, les bandes étaient déjà beaucoup plus écartées que dans cette phase de marché-là. Ça, c'est le premier signal d'un retour de la volatilité. Plus les bandes sont écartées, plus la volatilité est importante. Et dans le cas de figure, eh bien, généralement, les bandes s'écartent assez fortement. Ça laisse la place ouverte, la place faite, pardon, à une accélération de la tendance initiale que vous observez. Et puis donc voilà, ça c'est les deux observations qu'on peut faire. Puis la troisième, c'est effectivement dans des phases où le marché consolide. Alors là, c'est très simple à identifier au niveau des bandes de Bollinger. C'est des phases où les bandes sont très rapprochées, très serrées, et elles ont vraiment une forme horizontale, hein. C'est-à-dire qu'elles sont dans une direction horizontale, sans tendance. Donc dans le cas où le marché est en phase de consolidation, où les indicateurs également vous l'indiquent, hein. On voit bien qu'il y a des zones de support qui ne sont pas franchies, des zones de résistance qui sont également des zones d'échec. Et bien dans ce cas-là, on va se servir des bandes de Bollinger comme des résistances ou des supports délicats à appréhender. Donc c'est pour ça que j'en parle en dernier. Mais on peut jouer cet effet consolidation et évolution à l'intérieur d'un canal qui est plutôt horizontal. Mais c'est pas souvent les signaux les plus faciles à identifier. Et puis encore une fois, comme la remarque a été faite est très, très judicieuse, hein, sur le fait que c'est assez délicat de percevoir un marché qui est en consolidation. On ne sait pas si à ce moment-là le marché commence à repartir à tendance. Le seul moyen que l'on ait de voir que c'est pas le cas, c'est qu'effectivement, vous voyez, on a une résistance qui a été testée quelques jours plus tôt. On avait réussi à s'en approcher, on ne l'a pas testé, on est reparti à la baisse. Plus, vous voyez, le test, hein, de la bande haute de Bollinger qui est un échec. Bon, ben là, effectivement, on a les premiers éléments que le marché ne repartira pas en tendance haussière dans cette phase de marché-là. Donc, on peut venir chercher effectivement à jouer le nouveau test de l'enveloppe basse à ce moment-là. D'accord, ok. Donc, oui, alors il y avait quelques remarques sur le chat. Donc, on disait, si on trace une ligne horizontale sur le moment où on constate le gros écartement des Bollinger, le cours est déjà tout en bas.
Donc ouais, ce qui veut dire c'est que c'était un peu tard en fait si on. Non, alors quand je parle d'écartement, oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est ici effectivement, quand vous prenez la partie la plus haute de l'écartement qui est ici, effectivement, si vous tracez un trait vertical, on est déjà sorti de l'enveloppe basse de Bollinger, donc on peut malgré tout jouer la réintégration. J'explique en dernier si vous voulez, parce qu'il n'est pas indispensable dans l'approche du marché. Là, la confirmation de la tendance baissière que nous avions, elle n'a pas été apportée par les bandes de Bollinger en premier. C'est juste l'attitude et l'écartement des bandes de Bollinger. Quand je parle d'écartement, c'est juste déjà l'écartement entre ce point ici et ce point ici. Vous voyez, pas forcément l'écartement qui est derrière, mais uniquement entre ces deux points-là, on voit que par rapport à l'écartement qui régnait ici, il y a déjà un écartement qui est beaucoup plus flagrant et qui avait commencé à se faire sur la première accélération baissière qu'on a eue ici. Donc c'est pas évidemment le ici et ici que l'on va se rendre compte effectivement que le marché a baissé. Il a déjà fait 3/4 de sa baisse, donc il n'y a plus grand-chose à prendre. Mais c'est déjà sur le premier écartement qu'on a eu ici, ce premier écartement, même cet écartement-là, on voit très bien que il est bien plus élevé que la phase de marché que nous avions observé précédemment, et surtout là où ça devait poser commencer à mettre les premières alertes, pas très longues. Et donc, quand on a ce genre d'accélération baissière, dans un premier temps, sans forcément voir ce qui s'est passé sous les 3600 points, mais première accélération baissière et des bandes de Bollinger qui commencent à s'écarter, comme c'est le cas ici, ça c'est déjà la première alerte que si c'est un mouvement baissier qui déclenche cet écartement, la probabilité que la tendance baissière se poursuive est très importante. Là, je parle bien de probabilité. Le vrai signal, on l'a obtenu bien avant, on l'a obtenu sur la cassure du support qui était ici, et surtout, vous voyez, si je remettais mes 2 moyennes mobiles, sur ce point qui est ici, c'était le point, souvenez-vous bien, le point d'échec à franchir à la hausse les 2 moyennes mobiles. Donc déjà, sur les moyennes mobiles, on avait un premier signal de vente qui était donné. Les bandes de Bollinger viennent surtout confirmer la tendance que nous observions et qui était bien une tendance baissière. Ok. Donc là, tout ce que nous as présenté, tu l'as présenté vraiment de manière complète. Merci à toi. C'est donc ce qui te permet d'analyser les marchés et de te faire une idée, etc. Simplement, pour finir, parce que je suppose qu'après tu vas devoir y aller. Au niveau de la prise de position concrète, qu'est-ce que tu recommandes toi? Enfin, en tout cas, qu'est-ce que tu utilises? Plutôt des signaux de continuité, c'est-à-dire de cassure, des choses comme ça, ou plutôt des signaux de rebond dans le sens d'un tendance de fond? Clairement, plutôt des signaux de cassure en fait. Il faut toujours. Pourquoi? Parce que les signaux de cassure, c'est des signaux de poursuite de tendance finalement. C'est ça qui est intéressant. Éviter au maximum, même si ça peut être très payant en certains cas, il y aura plus de cas d'échec que de cas de réussite. La contre-tendance est toujours ultra risquée. Les Anglais ont une très très bonne expression pour ça. La contre-tendance, notamment en tendance baissière, c'est catching a falling knife. C'est attraper un couteau qui tombe. C'est-à-dire que vous pouvez réussir, mais la probabilité d'y arriver sans vous couper est très faible. Et c'est un peu pareil pour un marché qui tombe. C'est-à-dire essayer de dire et d'identifier le moment où le marché va rebondir, c'est exactement comme attraper un couteau qui tombe. C'est extrêmement délicat, les risques de dommages sont très importants, donc mieux vaut faire de la poursuite de tendance, trading de momentum, on appelle ça, voire jouer les accélérations baissières ou haussières. Ce sont les phases de marché les plus payantes. Et donc, pour ça, on va plutôt observer les cassures de support et de résistance. Encore une fois, ce ne sont pas que des niveaux tracés à l'écran. Il faut bien voir quand le marché a créé une zone de support, avant de rebondir, c'est que cette zone de support correspondait à un état psychologique du marché à l'instant T, c'est-à-dire une phase où il y avait une neutralisation entre l'offre et la demande, c'est-à-dire où il y avait un point d'équilibre sur le prix qui était validé par les acheteurs et par les vendeurs. Et le fait donc de revenir quelques instants plus tard, alors tout dépend de l'échelle de temps sur laquelle vous travaillez, ça peut être 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, etc. Mais le fait de revenir sur cette zone de prix et de passer en dessous, c'est clairement le signal que les acheteurs ne sont plus prêts à payer le prix qui était demandé par les vendeurs et vont donc demander aux vendeurs de baisser leur prix. Et c'est donc ces cassures de résistance ou de support, et dans le cas présent cassure de support, c'est la manifestation d'un déséquilibre dans le rapport de force et il faut bien encore une fois matérialiser le marché. Le marché, ce n'est pas une entité qui fonctionne de manière totalement folle et indépendante. Ce n'est pas une entité totalement, décorrélée de tout. C'est juste une évolution des sentiments et de la psychologie des opérateurs à l'instant T. Et quand on passe au-dessus d'un support, enfin en dessous d'un support où on casse une résistance, eh bien ça veut dire que le rapport de force à ce moment-là change. Et très souvent, quand on casse, eh bien ça veut dire qu'il y a une accélération du mouvement initial qu'on a observé avant de casser ce support, par exemple. Et les accélérations baissières ou haussières sont très intéressantes parce que elles se passent sur un laps de temps très court et donc vous limitez également votre présence dans le marché et on sait tous très bien que
plus on est en prise dans le marché longtemps, plus le stress généré par l'activité sur les marchés est important. Et donc l'objectif c'est d'être présent le moins de temps possible, mais que dans ce laps de temps court, on arrive à dégager le maximum de performance. Donc pour ce faire, il faut attendre des signaux très clairs, cassure, support, résistance, voire, et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve ultra pertinent, c'est ces phases d'accélération baissière ou haussière, mais par rapport aux moyennes mobiles, c'est-à-dire vérifier que la moyenne mobile fait bien office de support ou de résistance, et plus on aura d'échecs sur la moyenne mobile, par exemple, comme c'était le cas ici dans cette phase de marché, plus on aura un échec important, plus le pullback qui va enchaîner, qui va découler de cet échec sera important. Et on a très souvent des mouvements de baisse ou de hausse exponentielle. L'exponentielle, c'est quoi? C'est vraiment une accélération haussière ou baissière, presque verticale. Et dans ce cas-là, le marché va très vite, l'offre à la demande décale très rapidement. Et il suffit de passer peu de temps dans le marché pour avoir un très bon rendement. C'est pas les phases les plus fréquentes évidemment, mais il suffit parfois d'attendre quelques jours. Hein. Le marché ne nécessite pas qu'on soit présent tous les jours. Ça veut simplement dire qu'il faut identifier juste une phase où le marché va potentiellement accélérer. On va identifier la cassure, on prend position et on sent quelques instants plus tard, le stress est limité et souvent la performance est au rendez-vous. Ok. Donc simplement, on a une majorité de traders particuliers qui perdent de l'argent par rapport au nombre de traders qui gagnent de l'argent. Oui. Aux États-Unis, ils publient des statistiques officielles au niveau de la NFA, donc c'est de l'ordre de 60-70%. Est-ce que vous avez ce type de chiffre vous chez Saxo Bank, et à ton avis, à quoi c'est lié en fait, puisque là, les approches que tu nous donnes et celles qu'on voit régulièrement expliquées par les grands traders sont assez simples, etc. Qu'est-ce qui pêche, à ton avis? Qu'est-ce qui empêche les traders particuliers dans l'ensemble de gagner de l'argent avec les marchés financiers? Alors, il y a plusieurs facteurs, effectivement. Alors, déjà, au niveau des chiffres, hein, avant de revenir plus après sur la psychologie du marché, au niveau des chiffres, tout dépend déjà des marchés sur lesquels on traite. On peut pas dire les opérateurs particuliers, tout dépend qu'ils traitent sur le marché d'échange, des marchés actions, des marchés de couverture et autres. Donc, c'est très différent selon les marchés. Et surtout, ce ne sont pas des pourcentages fixes. C'est-à-dire que vous allez avoir donc des opérateurs, hein, des investisseurs particuliers, aux sociétés institutionnelles, peu importe, hein, qui vont faire de la performance pendant 6 mois, 8 mois, et puis qu'à un moment donné vont commencer à faire des pertes, et ceux qui faisaient des pertes pendant 3, 4, 5 mois vont faire des gains à ce moment-là. Pardon, donc le rapport et le pourcentage et la masse n'est pas la même, c'est juste une masse qui va se déplacer, qui va bouger. Mais ça va fonctionner par phase. Chez Saxo Bank, on va avoir des clients qui vont faire des performances parfois très très importantes dans très peu de temps, et puis ces mêmes personnes quelques mois après, vont commencer à perdre, alors que les personnes qui perdaient au début vont se mettre à gagner. Donc, ce sont jamais les mêmes qui gagnent et les mêmes qui perdent. Parfois, en schématique, on dit oui, il y a 15-20% de gens qui gagnent et puis l'autre qui perdent. Ce sont jamais les mêmes. Ce ne sont pas toujours les mêmes 20% qui gagnent et les mêmes 80% qui perdent. Ce sont des mouvements permanents entre ceux qui gagnent et ceux qui perdent, et les ratios sont très différents selon les marchés. Il y a des marchés dont il faut bien comprendre le fonctionnement également, pour bien comprendre ce qu'on peut espérer gagner, ce qu'on peut risquer de perdre. Le marché, par exemple, les marchés actions, ce sont des marchés, donc des marchés listés, mais ce ne sont pas des marchés où celui qui gagne entraîne une perte pour l'autre. Ce ne sont pas un marché à somme nulle, si vous voulez. Contrairement à des marchés comme le marché d'échange, où là c'est le cas, c'est-à-dire que quand vous faites une opération gagnante, c'est qu'en face de vous, automatiquement, quelqu'un fait une opération perdante. Il y a des phases de marché, sur les marchés actions notamment, où on peut avoir une majorité. Je prends le cas de ce qui s'est passé, vous voyez, dans les fins des années 90, par exemple, hein, sur la bulle Internet, dans toutes ces années qui ont précédé la bulle, il y avait une majorité d'investisseurs qui parfois ne connaissaient rien au marché, mais qui se mettaient long dans le marché parce que tout montait. Et il y avait des ratios où on avait 70-80% de gens qui gagnaient finalement. Donc ça dépend à la fois de la phase du marché, ça dépend du marché sur lequel vous traitez, et ces ratios sont très très différents d'un marché à l'autre, sont très différents également d'un broker à l'autre. C'est important à préciser également. Dans certains cas, vous avez des brokers, qui ne sont pas des banques d'ailleurs, qui vont proposer à leurs clients de rentrer, c'est souvent des publicités qui sont très mensongères, de rentrer des petits fonds, peu de fonds, 100, 200, 300 euros, et grâce à l'effet de levier, qui peuvent faire 300, 400, 500% de performance en 10 jours. C'est évidemment faux. On sait tous très bien que plus vous mettez un effet de levier important, plus le risque de perte est important, et donc finalement ça revient à faire du casino, c'est-à-dire que vous mettez tout sur le rouge, levier 100, et puis vous espérez que ça part dans le bon sens. La durée de vie de ces comptes n'excède pas quelques heures, voire quelques jours en général. Donc c'est pour ça que les établissements sont plutôt sérieux, et encore une fois les clients des établissements ne sont pas les mêmes, et les taux de gain ou de perte ne sont pas les mêmes non plus. Forcément un client qui est plus fortement capitalisé et qui prend moins d'effet de levier aura une activité sur le marché qui sera plus pérenne, plus sereine également, qui sera moins à l'origine de stress, et donc forcément on aura un comportement sur le marché qui sera très différent. Donc vous voyez, ça dépend en fait de beaucoup de paramètres. On peut pas dire qu'il y a un chiffre vrai pour l'ensemble à la fois des marchés et des différents brokers.
Et après, donc, pour rebondir sur ce que vous disiez, je ne sais pas si vous m'entendez toujours bien. Vous m'entendez toujours, Fabien? Oui, tout à fait, ouais. C'est bon? Ouais. Oui, parfait. Et donc, pour revenir effectivement sur le côté psychologique du marché, il y a des marchés effectivement qui sont également plus ou moins psychologiques. Et c'est la psychologie, quand vous parlez de gains ou de pertes et de taux de réussite, vous me disiez pourquoi effectivement avec ces indicateurs qui semblent assez simples, il y a plus de gens qui gagnent et moins qui perdent. Parce que le comportement qu'on observe très très fréquemment, et c'est même le cas donc encore une fois chez des brokers sérieux, c'est le cas de Saxo Bank, on a des clients qui parfois arrivent dans le marché avec une méthodologie qui est bien établie dès le départ, c'est-à-dire avec une façon d'entrer dans le marché qui est bien calibrée, cassure, support, etc. Et puis qui, par la force des choses et par on va dire comment dire ça, c'est-à-dire des clients qui à un moment donné vont vouloir, parce qu'ils ont un taux de réussite important, devenir de plus en plus actifs. Ce qui n'est pas la bonne méthode en fait. Il faut garder toujours le même rythme de trading, c'est-à-dire celui qui vous convient à la base, celui qui a pu générer des gains, et arriver à le dupliquer et à le conserver le plus longtemps possible. C'est-à-dire en gros être régulier. Et souvent le fait de vouloir multiplier à outrance les opérations dans le marché parce qu'on a fait 10 bonnes opérations gagnantes, eh bien ça c'est également une dérive comportementale, émotionnelle, qui peut déclencher des pertes, alors que finalement l'approche primaire qui était l'approche d'un trading mesuré, calibré, eh bien finalement est totalement distorsionnée par ce changement de comportement. Et c'est là que je vous parlais tout à l'heure, notamment au niveau de l'activité sur les marchés, où l'aspect émotionnel joue un rôle capital. Il est aussi important que l'analyse fondamentale ou l'analyse technique. C'est le troisième pilier de l'activité sur les marchés, c'est l'aspect humain et c'est l'aspect émotionnel. Et encore une fois, par rapport à la même information que chacun va recevoir. C'est-à-dire que en fin de semaine, là, on aura la BCE qui va parler, la BCE au niveau des taux jeudi, discours du président de la BCE, plus les non-farm payroll, c'est les emplois non agricoles aux États-Unis. Tout le monde aura l'information. Aujourd'hui, tout le monde a accès à cette information le jour même, tout de suite à la seconde où ça tombe. Mais l'interprétation et le degré d'activité dans le marché à ce moment-là sera très différent d'un individu à l'autre. Et c'est ça qui va également générer ces très grands écarts de performance entre les différents investisseurs. C'est l'analyse même de l'information, c'est le degré de dynamisme dans le marché. C'est pas forcément le temps dans lequel on reste dans le marché. On peut être très 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 opérer de nombreuses reprises dans le marché et faire des gains très récurrents. C'est plus, encore une fois, le changement de méthodologie au cours du temps qui peut provoquer effectivement des pertes, alors que finalement, la première approche, qui est une approche comme celle que je viens d'indiquer, en fait, qui est vraiment basée sur des éléments simples, mais qui à chaque fois qu'ils sont vérifiés, ce sont des éléments qui génèrent vraiment de la performance rapide et à court terme. Les changements de stratégie qui parfois sont purement liés au fait que l'on pense avoir raison avant le marché parce qu'on a fait 10 bonnes opérations, le marché il se modifie en permanence, il ne sera jamais récurrent, même si on peut observer parfois des cycles, les marchés se renouvellent en permanence. Donc il faut à chaque fois être conscient que le comportement qu'on a dans le marché devra toujours tenir compte de ce que nous faisions auparavant en termes de rigueur dans l'analyse du marché et ne pas se laisser emporter par à un moment donné un mouvement du marché qui ne correspondrait pas à l'analyse que nous avions faite 3 heures, 10 jours ou un an auparavant quand on avait un taux de réussite élevé. Merci beaucoup Alexandre pour toutes ces réponses complètes. Je pense que tout le monde a été très content de ton intervention. Pour finir, je te laisse parler de Saxo Bank parce que tu es quand même là pour représenter Saxo Bank, faut pas l'oublier. Donc si tu as un mot à dire à nos auditeurs par rapport à Saxo Bank. Oui, alors effectivement, l'objectif c'est pas de faire la publicité, loin de là, c'est bien au contraire de bien parler des marchés, c'est ce qui intéresse, je pense, les intervenants aujourd'hui. Simplement, effectivement, chez Saxo Bank, ce que nous sommes amenés à faire, et le rôle de Saxo Bank aujourd'hui dans le marché français, c'est que Saxo Bank est une banque, et ça c'est un élément très important, c'est-à-dire qu'on n'est pas un simple courtier, on a le statut bancaire, les agréments bancaires, et donc ce qui signifie qu'on est à même d'apporter à nos clients des garanties bancaires qui sont surtout précieuses dans le contexte actuel, où effectivement, il y a pas mal d'établissements financiers qui peuvent rencontrer des difficultés en termes de stabilité sur le marché. Donc travailler avec une banque quand on traite dans le marché, c'est déjà un point important. Et puis après également, surveiller bien pour ceux qui veulent se lancer dans le marché, d'avoir accès à beaucoup d'actifs, c'est-à-dire beaucoup de marchés différents. Pourquoi ? Parce que, imaginons que vous ne fassiez par exemple que des actions. Les actions, notamment des actions américaines, donc libellées en dollars, le taux de change entre l'euro et le dollar, lui, bouge en permanence. Donc il faut que vous puissiez
vous puissiez être à même, chez le même courtier, d'avoir un portefeuille action libellé en dollars, par exemple, et puis de pouvoir faire de la couverture sur le risque de change chez ce même courtier. Ça peut se faire par le biais d'options, de contrats forward, de prise de position dans le marché spot. Donc il faut que votre courtier, en termes de connaissances et en termes d'accès aux produits, vous donne la palette la plus large possible pour ne pas être bloqué à aucun moment dans une situation spéciale et spécifique sur le marché. Donc voilà, Saxo Bank, c'est ce que nous faisons. On a les devises, les futurs, les CFD, donc indice actions matières premières, on a le forex, les actions sur 23 places boursières, tout ce qui est options binaires, options vanille, les options, voilà. Donc on a vraiment tous les types de produits possibles et imaginables aujourd'hui. Mais encore une fois, vous restez décisionnaire chez Saxo Bank. Nous, ce que nous vous donnons, c'est une analyse du marché, donc à la fois dans les médias dans lesquels j'interviens assez fréquemment, par le biais de newsletters qui sont également bien très travaillés, bien recherchés, les calendriers économiques, les flux d'informations, c'est très important. Vous avez des flux d'informations qui sont permanents chez Saxo Bank, qui sont des flux à la fois internes et des flux Dow Jones, donc qui sont une agence de communication financière externe. Donc vous êtes informé en permanence de ce qui se passe au niveau de l'actualité économique. Donc voilà, finalement, un trader aujourd'hui ou un opérateur, un investisseur qui réussit correctement, c'est quelqu'un qui a une approche méthodique du marché et qui surtout a toute l'information nécessaire. Et donc chez Saxo Bank, on a l'ensemble de ces éléments à disposition. Donc vous pouvez nous appeler ou appeler les conseillers de Saxo Bank quand vous le souhaitez, si vous avez des questions spécifiques. Donc je vous dis à tous bonne fin de journée et à très bientôt. Donc il est possible effectivement qu'on intervienne encore sur Vidéo Bourse dans les semaines qui viennent. Donc au plaisir de vous retrouver dans les jours à venir. À bientôt. Merci Alexandre, merci vraiment, c'était très complet, vraiment, merci beaucoup. À bientôt Alexandre. Merci Fabien. Merci Fabien, à bientôt, au revoir. Voilà, donc Alexandre Baradez de chez Saxo Bank. Je pense que discrétion, office, j'ai Jack Error. Je ne pense pas à Jack Error, justement, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si on a une entreprise sérieuse et régulée, c'est qu'elle travaille également en norme avec toutes les règles étatiques, donc voilà. Je sais pas ce que vous avez pensé de l'intervention de Alexandre. Personnellement, j'ai trouvé ça vraiment très complet. Donc, Saxo Bank, j'ai mis une bannière au-dessus du cas de diffusion de l'émission. Si vous êtes intéressé, ils proposent des comptes démo. Alors, je crois que ça a durée limitée, si vous voulez tester leur plateforme, etc. Comme capital virtuel. Ils proposent les comptes. Bref, si vous voulez avoir toutes les informations et caractéristiques qu'à propos de Saxo Bank, vous pouvez les retrouver dans le comparatif des brokers. Et puis, voilà, on va faire un rapide tour d'horizon. Ensuite, on va reprendre le trading. Mais donc, Saxo Bank, au niveau régulation, etc., je vous donne ça tout de suite. Donc c'est des spreads et des commissions relativement faibles, le plus souvent fixes. La plateforme c'est Saxo Trader, une plateforme spécifique, ils ont des bureaux à Paris. Les marchés qu'ils proposent ce sont donc le Forex, matières premières, métaux, CFD, options. Le dépôt minimum est de 2000 euros. Les transferts et virements se font par carte bancaire ou virement. C'est une banque qui est régulée par la MIFID, qui est une autorisation Banque de France et dont le siège est basé au Danemark. Le lot minimum en termes de trading sur le Forex est de 0,05 sur 5000 unités. Le levier maximum est de 1 à 100 sur le Forex, de 1 à 50 sur l'or et de 1 à 20 sur les différents CFD. Voilà les informations principales. Après vous avez les spreads précis. Ensuite, alors l'année de création 1992. La nature, donc c'est un market maker. La banque c'est Saxo Bank parce que c'est une banque lui-même. Le scalping est autorisé, il propose 160 paires de devises. Voilà les différentes informations et caractéristiques. Alors on va enchaîner, je reprends le compte Oanda, le compte réel Oanda. Donc je suis actuellement à 436 euros d'équité, donc là pour l'instant c'est une mauvaise journée, on est en difficulté. Au niveau des différentes positions ouvertes, on est à moins 10 euros. Alors j'avais notamment une position à l'achat sur Eurodoll que j'avais pris ce matin. Donc puisqu'on avait une zone d'accumulation et puis il y avait des acheteurs qui revenaient. Alors, je vais commencer, j'ai publié une analyse moyen terme, j'ai dit que j'étais clairement vendeur, et je suis toujours, d'ailleurs si on regarde le compte moyen terme qu'on va avoir ici, hop, hop. Alors,